Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la commission d'information sur les études de l'ARES, la CIE. Je me permettrai d'utiliser l'acronyme tout au long de notre réunion de cet après-midi. Alors l'enregistrement, j'ai déjà plein de questions, on va vous répondre tout à l'heure. Oui, l'enregistrement sera mis, à disposition. Alors pourquoi, ce rendez-vous cet après-midi? Parce que l'ARES s'est rendu compte, en ayant des contacts avec vous qui travaillez dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement secondaire supérieur en particulier, que vous étiez parfois démunis au moment d'aider vos élèves, dans leur orientation. Parce que vous ne disposiez pas d'informations suffisamment actuelles sur l'enseignement, supérieur. C'est vrai qu'il est en constante évolution et que ce sera encore le cas à la rentrée avec, la mise en application de la réforme du décret paysage. Soit que vous ne saviez pas où trouver les informations, soit que vous manquiez d'outils. Alors ce qu'on va essayer de faire cet après-midi, c'est d'être très pragmatique et j'espère que chacun et chacune d'entre vous repartira d'ici avec, une véritable boîte à outils. Alors j'ai quelques petites recommandations d'usage, à vous faire. Vous le voyez, il y a l'onglet «Conversation», c'est lui qu'on vous demandera d'utiliser tout à l'heure lors des questions-réponses. Le petit onglet, «Réaction», on n'est jamais contre un petit pouce, un petit cœur, ce que vous voulez. Et alors si vous avez des soucis, dans l'affichage, on vous invite à cliquer sur «Autres». Je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 petits points à côté des réactions et là, vous pouvez choisir le plein écran et ça vous permettra peut-être d'avoir les slides, voilà, qui s'affichent en plus grand. Voilà pour les petites recommandations. En quelques mots, comment ça va se passer cet après-midi? On aura tout à l'heure, une intervention de chacun des 5 pôles académiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vous présenteront les outils qu'ils ont mis en place, notamment pour vous, pour vos élèves aussi. Il y aura ensuite 15 minutes de questions-réponses, donc des questions-réponses qu'on vous invitera à poster dans le chat en précisant peut-être à quel pôle académique, vous vous adressez, histoire que ce soit, plus clair, pour la gestion de notre côté. On poursuivra ensuite avec une, présentation de Raoul Hervy, qui est juriste à l'ARES et qui sera rejoint par, Fleur Jassoigne, que je vais vous présenter aussi, dans un instant. Et ils vous présenteront tout le fonctionnement de l'enseignement supérieur, notamment les conditions d'admission et cetera, avec cette fameuse, mise à jour qui s'impose par rapport à la réforme du décret, paysage. Ensuite, il y aura une demi heure de questions-réponses générales. Donc là, on vous demande de poser des questions qui puissent évidemment intéresser tout le monde sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce qu'après ça, si vous avez des questions spécifiques par pôle, il sera possible d'aller dans différentes petites salles pour poser vos questions. On va ouvrir ce webinaire avec un rappel succinct des missions de l'ARES et de la CIE. Et c'est là que j'accueille Fleur Jassoigne, que je vois déjà d'ailleurs. Alors Fleur, vous êtes directrice de la communication et de l'informatique à l'ARES et référente pour la commission d'information sur les études. Ma chère Fleur, c'est à vous. Merci Caroline. Bien bonjour tout le monde. Alors déjà merci, aux membres de la commission d'information sur les études et merci, aux personnes, qui représentent les pôles académiques ici d'avoir, contribué, à la mise sur pied de ce webinaire. Donc je vais faire vraiment une très brève, présentation parce que le contenu va être très dense cet après-midi. De l'ARES et en particulier de ses missions et de la commission d'information sur les études. Alors l'ARES, par le décret, hein, donc le décret paysage qui institue la création de l'ARES, a 6 missions. Alors je ne vais pas, vous noyer avec tout ça, donc il y a des missions vraiment d'ordre académique pour, la coordination, de l'offre de l'enseignement, supérieur. Il y a tout ce qui est recherche et développement, il y a tout ce qui est, institutionnel, tout ce qui est coopération, développement, et tout ce qui est international et internationalisation, de l'enseignement supérieur. Alors c'est la dernière mission qui nous intéresse ici, c'est la mission d'information et c'est dans ce cadre que la commission de l'information, sur les études, agit puisque nous sommes, chargés à l'ARES de diffuser une information complète et objective sur les études supérieures. Donc c'est vraiment le décret qui nomme ça, de cette façon-là, information complète et objective. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'a été, mis en place, le site internet, mesétudes.be et donc la commission d'information, sur les études, traite de cela,
se coordonnent également pour la participation au salon CIEP, qui est une autre façon de diffuser de l'information. L'ARES ne fait pas d'orientation, ce n'est pas dans ses missions. Ce sont des missions qui sont, réservées au pôle académique et aux établissements, entre autres. Hem Et dernière petite chose, oui, c'est aussi au sein de la CIE que nous veillons à l'application du code de bonne conduite en matière publicitaire. Donc, les établissements d'enseignement supérieur sont soumis à des règles assez strictes, pour éviter toute concurrence déloyale en matière de publicité sur, l'enseignement supérieur. Et voilà pour cette, très brève présentation. Donc je vais repasser, la main à Caroline par rapport, à la présentation des pôles académiques. Effectivement, merci beaucoup Fleur. Alors effectivement, on va donner la parole à présent à 5 représentants, des 5 pôles, académiques. Alors pourquoi cette collaboration avec les pôles? Parce que comme Fleur vous le disait, dans l'émission de l'ARES, il y a l'information, sur les études supérieures, mais il n'y a pas l'orientation. Ça fait partie des missions, de ces 5 pôles académiques. Ils ont aussi dans leur mission la transition secondaire supérieure, l'information sur les études, l'aide à la réussite, les étudiants à besoins spécifiques, et cetera, et cetera. Alors vous le savez, avec le pacte d'excellence, l'orientation est revenue dans les missions de l'enseignement obligatoire, l'école devant, je cite, intégrer l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation. Mais pour remplir ces missions, l'équipe éducative peut associer des intervenants externes. Voilà, c'est là qu'on y vient, parce que le but de notre webinaire aujourd'hui, avec les présentations des pôles, c'est de vous informer sur les différents outils qu'ils ont créés, des outils qui vous sont destinés en tant qu'équipe éducative, mais qui sont aussi destinés aux élèves. Le but aussi est de vous informer sur les différentes activités qu'ils ont mises en place et qu'ils peuvent, à votre demande, venir présenter dans vos établissements. Alors, petite précision, parce que les pôles, vous le savez, sont géographiques. Pourquoi est-ce qu'on a réuni tout le monde aujourd'hui? Mais parce qu'il y a des outils qui ont été mis en place, qui sont notamment des outils numériques. Et on pense que où que vous soyez sur le territoire, ben, ils peuvent très bien vous aider. Alors, on va passer à la première présentation, c'est celle du pôle académique de Bruxelles et je vois que Isabelle Allen est déjà en place, chargée de mission en orientation et suppléante pour l'EFEC à la commission d'information sur les études supérieures de l'ARES. Ma chère Isabelle, c'est à vous. Bonjour et bienvenue à tous. Au pôle académique, je suis chargée de mission en orientation et je vais vous présenter en quelques minutes les différents outils que nous avons mis en place. Donc, comme Mme Weiss vous l'a dit, nous avons une série de missions en termes d'information et d'orientation. Au niveau du pôle de Bruxelles, nous regroupons 45 institutions d'enseignement supérieur qui représentent 86 000 étudiants et une offre de 800 formations. Donc, il y a parmi ces formations des formations que l'on connaît peu et que je vous inviterai à aller découvrir sur le site du pôle académique. Alors, outre les missions d'information et d'orientation, nous avons, comme tous les pôles, également un centre de didactique et d'aide à la réussite. Nous nous occupons également de l'enseignement inclusif et on a un partenariat avec la plateforme du logement étudiant pour les étudiants qui seraient en recherche de cotes. La caractéristique du pôle académique de Bruxelles est en fait que nous avons 3 conseillères en orientation qui sont à la Cité des métiers de Bruxelles et qui donc peuvent s'occuper de toute une série d'activités que je vais vous développer juste après. Alors, juste un petit souci pour passer ma dia. Voilà. Au niveau de nos actions concrètes pour favoriser la transition entre le secondaire et le supérieur, vous allez le voir dans les slides qui vont défiler, on a
pas mal de dispositifs à la disposition tant des élèves que de l'enseignement secondaire ou supérieur. Je vais toutefois mettre le focus sur 3 dispositifs phares du pôle de Bruxelles. Depuis 2020-2021, nous distribuons gratuitement, sur demande aux écoles secondaires de l'enseignement obligatoire de Bruxelles, un guide au choix d'études qui permet à l'étudiant, au futur étudiant, d'une part, de comprendre ce qu'est l'enseignement supérieur, mais également et surtout de pouvoir faire toute une recherche sur lui-même, une recherche sur les études et arriver ainsi en fin de réto à pouvoir s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en sachant pourquoi il veut s'y inscrire et à quoi il doit s'attendre. Donc ce guide est distribué sur simple demande à toutes les écoles bruxelloises qui le souhaitent. Depuis 2 ans également, le Covid nous a un petit peu ralenti dans notre élan, mais nous organisons des ateliers Choisir mes études supérieures, une affaire de famille, qui est à destination à la fois des jeunes, mais également des parents, parce que nous pensons que c'est important que les parents puissent avoir une bonne information et puissent ensuite discuter avec leurs enfants d'un éventuel choix possible au niveau de leurs études supérieures. Nous avons eu le plaisir de faire cet atelier au salon du CIEP à Bruxelles juste avant le Covid en présentiel, puis on l'a fait en distanciel. Et par exemple, la semaine dernière, nous l'avons fait dans une école de Gansoren en collaboration avec l'UFAPEC. Autre action pour les enseignants du secondaire qui le souhaitent, nous organisons des formations IFC pour expliquer ce qu'est l'enseignement supérieur et comment vous pouvez, en tant qu'enseignant, accompagner vos étudiants. Le salon du CIEP, je vous l'ai dit. Le troisième focus sur lequel nous voulons nous attarder, ce sont toutes les activités de la Cité des métiers. Je remercie ma collègue Amandine que j'ai vue présente dans la liste et qui sera peut-être là encore pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, elles peuvent recevoir les futurs étudiants en entretien individuel, avec ou sans rendez-vous. Elles organisent également des ateliers sur le choix des études supérieures qui se donne tous les derniers mercredis du mois à la CDM. Elles organisent également des ateliers étudiés en Belgique, enseignement francophone ou néerlandophone, pour les étudiants qui souhaiteraient peut-être poursuivre leur cursus supérieur du côté néerlandophone du pays. Il y a une série d'ateliers qui sont également organisés avec un focus sur un métier précis, devenir enseignant par exemple, ou devenir infirmier, qui permet aux jeunes d'avoir une idée plus précise de ces formations. Et du 23 juin au 5 juillet, elles mettent en place une semaine blanche qui sera composée de toute une série de séances d'information et d'ateliers destinés aux jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre d'affiner leur choix au niveau de leur orientation pour l'année prochaine. Enfin, pour conclure, au niveau du pôle académique, nous organisons également un concours étudié coté à Bruxelles. Le tutorat est organisé dans les écoles des arts et des établissements de promotion sociale. Vous pouvez avoir l'occasion d'aller visionner les vidéos que nous avons réalisées en 2018 sur la transition secondaire supérieure et nous organisons une journée scientifique par an. Voilà, je pense ne pas avoir dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie et je serai disposée à répondre à vos questions concernant Bruxelles à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, chère Isabelle, c'était parfait. On va passer à présent à la présentation du pôle académique Énuillé et je vais demander à Lydie Lejuste, qui est chargée de mission, de nous rejoindre avec sa caméra et son micro. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire. Pour le pôle académique du Hainaut, nous allons aujourd'hui intervenir en concertation avec mon collègue Romain Montero. Donc moi je suis chargée au niveau du pôle Énuillé de la gestion de la commission information et orientation et mon collègue Romain quant à lui s'occupe plus précisément de la thématique de la transition secondaire supérieure.
Et donc voilà, nous allons prendre quelques minutes pour vous présenter les outils phares qui sont mis en place par le pôle Inouïe en la matière pour pouvoir aider justement vos élèves du secondaire dans leur démarche. Alors, j'essaie de... Voilà. Ah. Ça ne fonctionne pas quand j'essaie de prendre le contrôle. Mais c'est pas grave, je le ferai moi, Lydie. Tu le fais? Ok, parfait. Merci beaucoup. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, au niveau du pôle Inouïe, nous regroupons, comme déjà évoqué, en fait, toutes les institutions d'enseignement supérieur qui sont situées sur le territoire du Hainaut, toutes formes d'enseignement confondues. C'est-à-dire que nous regroupons 3 universités, 3 hautes écoles, 3 écoles supérieures des arts et 26 établissements de promotion sociale. Donc 35 institutions partenaires au total, et cela représente un total d'environ 35 000 étudiants. Et nous couvrons un peu plus de 600 formations initiales et continues qui couvrent 21 domaines d'enseignement. Et donc, le but du pôle Inouïe, de même que les autres pôles académiques, c'est véritablement de pouvoir mettre en place des projets dans le dialogue et la concertation avec ces autres institutions partenaires grâce à cette structure de proximité qui permet d'avoir des liens et parfois même des économies d'échelle et d'offrir ainsi un service de qualité aux étudiants. Donc voilà le schéma. On peut passer à la slide suivante. Et donc, au niveau des outils que nous allons évoquer aujourd'hui, nous allons aborder tout simplement d'abord le site web du pôle Inouïe, qui est un outil d'aide à l'information. Ensuite, le dispositif Plus tard je serai, qui est un dispositif à la fois en présentiel et en ligne. Et également notre dispositif de cours préparatoire à destination des élèves du secondaire. Donc, je vais dès à présent commencer par le site web du pôle Inouïe. Il faut savoir que ce site web est disponible en version non seulement desktop, donc sur ordinateur, mais également en version mobile, donc tout à fait accessible de manière attractive sur vos smartphones et tablettes. Alors, il présente de manière générale l'enseignement supérieur, l'organisation des études, mais sa plus-value est aussi et surtout qu'il rassemble en fait les 620 formations qui sont organisées dans le Hainaut, dans 21 domaines d'études. Et donc, ce moteur de recherche est vraiment la caractéristique importante du site dont je voulais vous faire part aujourd'hui, au-delà du fait qu'il met évidemment en évidence les actualités, les événements du pôle Inouïe. Et donc, vraiment, ce moteur de recherche, il permet d'avoir une vue centralisée de toute l'offre de formation dans le Hainaut. Donc, par exemple, pour l'étudiant qui d'office sait qu'il souhaite étudier dans le Hainaut. Donc, voilà, toute forme d'enseignement confondue. Et également avec tout type d'horaire confondu. Donc, on peut très bien aller dans l'horaire de jour, l'horaire décalé, etc. Et on a une approche sur notre moteur de recherche par cursus. Donc, on va au niveau du détail des finalités, options et orientations. Donc, voilà, ça, c'était le premier outil d'aide à l'information que je voulais vous présenter. Le second outil, c'est le dispositif Plus tard je serai. Donc, en fait, Plus tard je serai, c'est à la fois un dispositif en présentiel et un dispositif en ligne. Donc, il répond à la question tout simplement, mais quel métier s'offre à toi en tant qu'élève du secondaire qui va entamer des études dans le supérieur après avoir effectué justement tes études dans le supérieur. Et donc, on pourrait dire que c'est une véritable en fait, petite success story au niveau du pôle Inouïe. Donc voilà, elle se destine aux élèves du 3e degré de l'enseignement secondaire et s'organise en collaboration avec l'Université ouverte et la Cité des métiers de Charleroi. Puisque voilà, l'événement en présentiel s'est d'abord organisé à Charleroi en 2018 et 2019. Il a malheureusement été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, raison pour laquelle le pôle Inouïe a travaillé à la réalisation d'un dispositif en ligne qui est dès à présent accessible depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle la communication a été lancée, mais donc uniquement dans le Hainaut. Et on travaille aussi actuellement à l'articulation de ces deux dispositifs, présentiel et distanciel, pour 2023. Et je vais laisser la parole à mon collègue Romain pour la suite. Merci Lydie. Donc très clairement, la plus-value de cet événement pour les élèves, c'est la découverte d'entreprises et la rencontre avec les professionnels. Alors, on a organisé une première édition en 2018 qui a réuni 530 élèves, 542 pour la deuxième édition.
Et pour la 3e édition, étant donné qu'on voyait bien que notre événement répondait quand même à une certaine demande des établissements, on a décidé d'élargir notre capacité d'accueil à 1000 élèves. Et donc, on avait 1000 élèves inscrits pour l'édition 2020. Mais comme l'a dit Lydie, l'événement a dû être annulé à cause du Covid. Alors, plus tard je serai, c'est aussi un ensemble de partenaires qui se joint à notre événement. Et donc, l'idée, en fait, les élèves vont directement, durant la journée, dans les entreprises pour les découvrir. Et donc, on demande aux entreprises d'adopter une approche métier dans leur présentation. Donc, l'idée, ce n'est pas de montrer l'entreprise, ce n'est pas de montrer son chiffre d'affaires ou ce qu'elle produit, mais c'est vraiment de se focaliser sur les métiers, d'expliquer les métiers et la diversité de ceux-ci qui sont mobilisés au sein des entreprises. Alors, comme l'a dit Lydie, évidemment, à cause du Covid, on n'a pas pu organiser en présentiel l'événement métier, mais ce n'est pas bien grave, on a développé à côté de ça le même concept, mais en ligne. Et donc, le 9 novembre 2021, on a publié un dispositif en ligne qui se trouve sous les liens suivants et qui comprend une vidéo de présentation de l'enseignement supérieur, 11 vidéos de présentation des catégories de métiers. Donc, c'est des vidéos qui présentent les métiers, par exemple, du droit, de l'économie, des arts, et 33 capsules vidéo de témoignages de professionnels. Et il y en aura 55 d'ici juin 2022. Alors, par la suite, comme l'a également dit Lydie, le dispositif en ligne s'inscrira en complément et en support de l'événement qui sera organisé en 2023 dans la région de Charleroi. Alors, au niveau de la fréquentation du site, on peut déjà vous dire qu'entre le 9 novembre et le 29 avril, il y a eu un total de 4000 vues. Voilà, donc ça, c'est pour le dispositif. On se limite au Hainaut, on a communiqué essentiellement sur le Hainaut. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était pour le dispositif Plus tard je serai. Et le dernier dispositif dont on voulait vous parler, c'est l'organisation de cours préparatoires dans le domaine des sciences humaines et sociales. Alors, c'est quoi? C'est un programme d'activité à destination des élèves du 3e degré de l'enseignement secondaire et qui vise à renforcer des prérequis, qu'on juge utiles pour réussir une formation dans ce domaine d'études. Excusez-moi. Alors, il y a 3 modules. Le premier, c'est le module numératie, statistique, qui vise à préparer aux cours de statistiques dispensés dans les cours de sciences humaines et sociales. Le deuxième module, c'est le module anglais, qui vise à travailler des textes scientifiques en anglais. Et enfin, le module communication, où là, on travaille vraiment la communication au sens large, écrite et orale. Alors, c'est important de préciser que ce programme, il vient vraiment en complément des activités que vous pouvez déjà mettre au sein de votre établissement et aussi en complément avec les activités déjà mises en place par les institutions d'enseignement supérieur. Et donc, il y a une première édition qui a été organisée de cette formation à Mons du 16 février au 11 mai, les mercredis après-midi, et elle fera l'objet d'une évaluation globale. Donc voilà, nous, on en a fini donc, pour le pôle Nuillère. On vous a présenté nos dispositifs et Lydie et moi-même sommes évidemment disponibles pour répondre à vos questions par la suite. Merci. Merci à vous deux, Lydie et Romain. Voilà pour la présentation du pôle Énuyer. Je vais demander à présent à Marianne Daouir de bien vouloir nous rejoindre, puisque Marianne va nous présenter les outils du pôle académique Liège-Luxembourg. Alors Marianne, je vous présente en quelques mots. Vous êtes membre de la commission information orientation du pôle Liège-Luxembourg et de la commission d'information sur les études supérieures de l'ARES. Si tout est bien pour vous, ma chère Marianne, alors je m'efface pour quelques minutes. À tout de suite. Voilà, donc je vais présenter les actions du pôle Liège-Luxembourg, donc qui regroupe ce pôle une université, 6 hautes écoles, 3 écoles supérieures des arts et 19 institutions de promotion sociale. Alors les actions que nous proposons, je vais dire une action vraiment qui est fondamentale et qui dure depuis plusieurs années, ce sont les rendez-vous dans les écoles secondaires. Donc toutes les écoles secondaires reçoivent en début d'année une plaquette qui va permettre aux institutions de découvrir nos propositions d'action. Alors, 3 types de rendez-vous dans les écoles secondaires. Essentiellement, une série de séances d'information dénommées « En route vers les études supérieures ». Donc là, on va faire des séances collectives, vraiment en grand groupe. Ce sont des représentants des institutions du pôle qui vont s'en charger. Et donc, ils vont présenter l'organisation de l'enseignement supérieur.
Donc, on va y décrire les notions de crédit, le découpage d'un bachelier, d'un master, ce qui sont des passerelles. On va faire un petit comparatif entre haute école, école supérieure des arts, université. Donc, on va aborder toutes ces thématiques. Et donc, plusieurs dizaines de ces séances d'information sont organisées chaque année dans les écoles secondaires à leur demande. Deuxièmement, les ateliers apprendre à s'informer. Donc là, l'objectif, clairement, c'est d'avoir un atelier interactif en groupe classe. Donc, à la demande d'un enseignant, l'objectif, c'est vraiment de préparer les jeunes à avoir une bonne méthodologie de prise d'information. Donc, essayer d'aiguiser leur regard critique et de favoriser leur ouverture d'esprit. Donc, l'objectif, c'est par exemple de les préparer à aller assister à un CIEP, une journée d'immersion et d'autres activités de ce type-là. Alors, nous proposons aussi une animation d'orientation, donc elle qui va être prise en charge par une ou une autre psychologue du service d'orientation universitaire. Donc là, on a une animation qui s'appelle « Faire un bon choix ». Donc là, l'idée, c'est vraiment de présenter et de discuter sur les critères qu'ils doivent prendre en compte dans leur réflexion et les questions qu'ils doivent se poser et les démarches qu'ils vont devoir effectuer pour assurer leur décision. On va mettre en place assez rapidement, dans les mois qui vont venir, un nouvel atelier qu'on va appeler éducation au choix. Et donc là, cet atelier est destiné aux élèves de 5e secondaire. Ce sera des ateliers d'une durée de 2 périodes de cours. Et là, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes au processus de choix et les différentes étapes qui vont composer leur réflexion d'orientation. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et c'est en préparation. Alors, une action qu'on a démarré et qu'on a mis en place cette année au niveau du pôle, c'est un salon des études supérieures. En fait, ce salon répondait à une demande, je veux dire, régionale, puisque le CIEP de Liège n'a pas pu avoir lieu. Et donc, les établissements du pôle se sont associés pour proposer vraiment aux futurs étudiants un salon, pour eux, vraiment une date unique où ils ont pu rencontrer toutes les institutions du pôle, les 19 établissements de promotion sociale, les 3 écoles des arts, les 6 hautes écoles et l'université de Liège étaient présentes. À venir, dans nos activités, une grosse activité « Mon métier demain » qui sera proposée le 25 mai prochain. Donc, c'est un événement de masse, là, puisqu'on attend 700 élèves de 5e secondaire. Et donc, l'objectif est de proposer à ces élèves de province de Liège et du Luxembourg de découvrir justement un large éventail de métiers. Je rejoins un peu ce que les collègues du pôle Énumier ont proposé précédemment. Donc là, clairement, c'est vraiment une journée complète, une matinée qui est dédiée à des speed dating avec des professionnels, là où les jeunes pourront interroger les professionnels sur leur métier, leur parcours, leur passion, évidemment, et un après-midi où les jeunes, pas nécessairement tous, mais certains vont pouvoir s'y inscrire, et là, ils pourront visiter des entreprises. Donc, de nouveau, le focus sera vraiment donné sur le métier, le métier, la rencontre avec les professionnels et pas la découverte en soi vraiment de l'entreprise, mais plutôt de l'aspect métier. 4e type d'action que nous proposons, ce sont les entretiens et les ateliers d'orientation. Donc, ces entretiens et ces ateliers sont proposés et sont animés par la conseillère en orientation du pôle. Donc, d'une part, on a des entretiens individuels d'orientation et d'information. Donc là, clairement, ça se fait soit en présentiel à Liège, soit à distance. À côté de ça, on peut aussi proposer des ateliers collectifs, donc là, qui vont être beaucoup plus axés sur la connaissance de soi, et d'autres qui vont être axés sur la sensibilisation aux limites des tests en ligne. Donc l'idée, c'est toujours évidemment de bien les aider à s'informer sur les études. Donc on a proposé en présentiel plusieurs dates et plusieurs lieux. Donc les 2 activités portaient les noms de mieux connaître pour choisir ses études, test d'orientation en ligne, le vrai du faux. Et à côté de ça, eh bien, on propose encore d'autres actions, mais qui se font en collaboration avec les cités des métiers de Liège. 5e type de services qui sont proposés aux jeunes, des outils pour se préparer aux études supérieures, donc 2 grandes thématiques.
le renforcement de la maîtrise du français au travers d'une plateforme en ligne qui s'appelle Self-Aud. Donc là, clairement, c'est un outil qui permet de mettre à disposition des jeunes des exercices. Ils vont devoir faire vraiment des réelles productions écrites et cet outil va leur permettre de vérifier leur niveau de maîtrise de la langue et ensuite d'améliorer leur maîtrise. On va aussi leur proposer des journées complètes de formation sur les compétences numériques. Donc là, on est vraiment sur un outil qu'on appelle Maîtrisez-vous les TIS. Donc là, on va proposer des journées complètes avec des modules, 4 modules, un module sur le traitement de texte, un module sur l'introduction au tableur, un module plutôt sur la communication via Internet et un module sur la présentation assistée par ordinateur. Donc, toutes ces informations-là, évidemment, vous les trouvez systématiquement sur le site du pôle, hein, ça c'est clair. Et donc, notre pôle propose évidemment toutes ces activités-là, les relaye via des newsletters, newsletters que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez, bien entendu, pour être mis au courant de toutes les actions. Toutes ces actions sont aussi reliées classiquement, évidemment, par les réseaux sociaux. Hein, c'est assez normal. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous serons avec d'autres collègues du pôle présents dans la salle du pôle Liège-Luxembourg et vous pourrez, bien entendu, poser toutes les questions que vous souhaiterez. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Et il y aura aussi un moment pour poser vos questions à l'issue des 5 présentations. Je vais accueillir à présent Christelle Coton pour le pôle académique de Louvain. Bonjour Christelle. Voilà, vous en êtes la coordinatrice. Et voilà, je vous invite à nous présenter vos outils, si vous êtes prête. Voilà, donc j'ai la mission aujourd'hui de vous présenter les différents outils que le pôle Louvain a mis en place dans le cadre de l'orientation, soit pour s'orienter directement lorsqu'on est un jeune, mais également pour accompagner le jeune dans sa démarche d'orientation. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui rapidement 6 outils. On va commencer par le premier, qui est notre outil en ligne plutôt à destination des jeunes, qui s'appelle donc Cursus, qui est un outil en ligne non pas d'orientation ou un test d'orientation à proprement parler, mais qui est vraiment un outil de construction du projet d'études supérieures du jeune. Donc c'est un outil qui est en ligne, disponible gratuitement, accessible évidemment de partout, et qui est destiné aux jeunes de 16 à 20 ans prioritairement, qui recherchent une aide pour s'orienter. Donc les élèves 4, 5, 6 qui se posent des questions sur l'après-secondaire, mais également nos étudiants de bachelier dans une recherche soit de poursuite d'études, soit de réorientation. Cursus est également un outil qui est disponible pour les professionnels de l'orientation, que ce soit les agents des centres PMS ou des associations d'accompagnement de jeunes, mais également les enseignants qui, dans leur discipline, souhaitent intégrer une approche orientante. Donc, Cursus peut s'utiliser dès le début de la réflexion du jeune pour obtenir ses premières pistes et ses premières balises, mais aussi en cours de réflexion pour faire un point, mais aussi pour valider des idées qu'il aurait déjà explorées par ailleurs. Et le professionnel peut l'utiliser pour soutenir un dispositif d'orientation en groupe ou pour préparer ou relancer les entretiens individuels d'orientation qu'il organise. Que permet Cursus? Cursus permet d'identifier ses propres familles de métiers sur base d'un questionnaire qui est en lien avec le vécu personnel de l'étudiant, ses intérêts, ses expériences, ses compétences et ses désirs, d'identifier ou d'épingler parmi les familles de métiers qui ressortiraient du lot ses métiers préférés, et dans la foulée d'aller consulter les différentes formations qui sont en lien avec ces métiers préférés. Et je précise que toutes les formations disponibles en communauté française sont présentes dans Cursus. Alors, à côté de cet outil en ligne destiné aux étudiants, nous avons également à destination, cette fois-ci, des professionnels, un guide pédagogique qui permet d'une part une compréhension du processus qui se cache derrière Cursus, mais également
d'avoir toute une série de scénarios pédagogiques qui vont pouvoir être développés avec les jeunes, soit en groupe, soit de façon individuelle, et qui permettent d'intégrer alors un outil tel que Cursus dans un dispositif plus global. Le second outil dont je voulais vous parler est un outil clairement à destination des professionnels de l'orientation, donc la plupart des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc c'est un outil qui s'appelle KidSup. C'est une balisette pédagogique, donc c'est un outil physique qui est composé de fiches, soit de fiches qui sont des fiches ressources, et donc qui vont identifier toute une série d'outils existants sur les questions d'orientation. Cursus, par exemple, est une des fiches de KidSup, mais également d'avoir depuis maintenant 1 an à peu près, des fiches qui reprennent des animations clés sur porte qui permettent aux enseignants de se lancer avec leurs élèves de manière ludique dans un itinéraire d'orientation. Et ces animations sont assez intéressantes justement dans l'évolution de la place de l'orientation au niveau de l'enseignement secondaire. Donc, c'est une balisette pédagogique qui est disponible lorsque l'on participe à un atelier de prise en main de l'outil. Donc, les ateliers sont gratuits et sont ouverts aux enseignants du secondaire, aux membres des centres PMS ou à toute personne qui, à un moment donné, dans sa pratique professionnelle, aborde l'orientation. Donc, lors de ces ateliers, les différentes fiches sont passées en revue, mais également la manière de pouvoir les manipuler pour après pouvoir retourner et les appliquer dans son établissement, voire même pouvoir transmettre à ses collègues ce qui a été vu lors de l'atelier. L'outil suivant que je voulais vous présenter, c'est un outil ce sont vraiment des ressources en ligne pour les professionnels. Donc l'an dernier, nous avons organisé, durant la période Covid, un cycle d'ateliers à destination des enseignants du secondaire, des centres PMS, mais également des accompagnateurs pédagogiques de nos différents établissements autour de la question de l'orientation et plus particulièrement des approches éducatives et orientantes à l'école. Nous avons réuni lors de 4 après-midi des spécialistes et des experts de l'orientation qui ont abordé toute une série de thématiques, le processus, mais également des notions qui sont assez neuves ou parfois méconnues, comme l'approche orientante, l'approche narrative et cognitive dans l'orientation, l'approche par compétences. Et donc, ces différents entretiens ont été enregistrés, montés et sont disponibles sous la forme de capsules vidéo sur notre site. Et sur cet espace se trouve également toute une série de ressources telles que des PowerPoint de présentation ou des revues de littérature par rapport à ces différentes questions. L'outil suivant que je voulais vous présenter, c'est un outil qui s'appelle « Me réorienter, pourquoi pas ?» Donc, on avait vraiment à cœur de travailler sur la question de la réorientation et de la positiver, dans la mesure où on sait que les modifications du décret paysage qui vont intervenir à la rentrée prochaine vont avoir une influence sur les parcours des étudiants et donc vont sans doute engendrer des parcours de réorientation plus nombreux. Donc l'idée est vraiment dans ce dispositif d'atelier d'avoir des rencontres entre les étudiants et les étudiantes et les professionnels de l'orientation, des partages et des échanges par rapport au vécu de chacun, des témoignages inspirants, mais également des informations et des procédures sur les procédures de réorientation qui sont en place. Et on sait que parfois les méandres de l'administration ne sont pas toujours simples et donc que c'est assez utile pour les étudiants de pouvoir s'y retrouver. Le dispositif suivant s'appelle « Accompagner un jeune qui s'oriente ». Il est vraiment à destination des parents, puisqu'on s'est rendu compte, et d'autres pôles l'ont dit avant moi, qu'aujourd'hui les parents sont particulièrement impliqués et en questionnement, et la période de confinement que nous avons connue a renforcé ce sentiment chez eux. Et donc, nous avons mis en place un cycle d'ateliers interactifs qui se font en ligne autour de l'orientation et de l'influence parentale pour que nous puissions, avec les parents,
d'une part, les informer sur ce qu'est aujourd'hui une formation dans l'enseignement supérieur, de découvrir également le processus d'orientation et qui parfois est encore méconnu ou qui est dans le chef des parents encore associé à ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Et donc, nous avons édité un guide qui s'appelle « Parents et orientation ». Le guide est à destination des professionnels qui, dans le cadre de leur pratique, sont amenés à rencontrer des parents et qui parfois sont un peu démunis. Donc, ce guide reprend également toute une série de conseils, mais également d'informations et de références à des outils qui peuvent être fort utiles quand on est amené à accompagner un jeune et ses parents dans son chemin d'orientation. Le tout dernier outil que je voulais vous présenter est un tout nouvel outil que nous venons de mettre en place qui s'appelle « S'orienter dans un monde en transition ». Donc, quand on parle de transition, on parle ici vraiment de transition sociétale et de transition environnementale. Donc, ce sont des ateliers qui sont destinés aux élèves du secondaire, qui se déroulent dans les différentes écoles à la demande des établissements et qui, à la fois, abordent les questions de l'orientation, mais aussi de se positionner face à un métier futur qui peut-être n'existe pas encore quand on voit comment aujourd'hui la société et les changements sont nombreux, la société s'accélère et les changements sont nombreux. Et donc, on est vraiment là dans une approche qui se veut assez centré sur les questions de changement climatique, de digitalisation accélérée de la société et comment demain être un acteur utile dans cette société face aux nouveaux défis qu'elle laisse percevoir pour les années à venir. Donc, c'est une formation qui est à la fois ludique, puisque le jeune va vraiment travailler sur des outils très, très simples, mais à la fois qui ne sont absolument pas rébarbatifs. Et pour les enseignants, ça peut être également une base pour rebondir dans le cadre du cours et donc de la formation disciplinaire. Donc, voilà les outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ils sont tous référencés, évidemment, sur notre site Internet. Vous avez également une adresse de contact à laquelle vous pouvez vous adresser si vous souhaitez en savoir plus par rapport aux différents outils qui sont présentés. Et donc, voilà ce que moi, je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à ce que le pôle Louvain peut vous proposer. Magnifique, merci à vous, chère Christelle. On va assister à présent à la dernière présentation. C'est le pôle académique de Namur qui est représenté par Julien Coquel. Julien, vous êtes conseiller en orientation. Alors, avant de vous laisser démarrer, Julien, juste préciser que donc juste après cette présentation, il y aura des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à déjà nous adresser vos questions dans le fil de la conversation. Peut-être juste, Julien, c'est mieux si vous coupez la conversation, si vous fermez cet onglet-là pour ne pas être distrait. Voilà, ben c'est à vous. À tout de suite. Donc bonjour tout le monde, donc je m'appelle Julien Coquel, je suis conseiller en orientation au sein du pôle académique de Namur. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous présenter brièvement dans un premier temps nos actions reliées à l'information et l'orientation. Et puis dans un second temps, vous faire un petit focus sur un outil que nous avons développé à destination des enseignants du secondaire. Donc à la prochaine slide, donc c'est par rapport à nos actions reliées à l'orientation. Donc nous rencontrons différents publics. Donc en premier, c'est le public avec lequel je travaille principalement. Ça concerne les élèves en fin de secondaire. Et donc pour les accompagner dans l'élaboration de leur projet vocationnel, nous avons créé 4 types d'actions. Donc le premier type d'action, ce sont les entretiens individuels qui sont gratuits et qui abordent en fait différentes thématiques reliées à l'information, reliées à l'orientation. Et il peut y avoir en fait des suivis et des rencontres qui peuvent s'étaler en fait sur plusieurs séances. Donc vraiment, il peut y avoir tout un suivi autour de différents outils d'orientation qui sont utilisés dans le cadre de ces entretiens. On a aussi des ateliers d'orientation au sein de la Cité des métiers de Namur, et donc ils sont au nombre de 3. On a un atelier axé sur la connaissance de soi, un atelier de sensibilisation aux tests d'orientation en ligne et enfin un escape game de connaissances
sur l'enseignement supérieur. Et donc les 3 sont proposés soit en ligne, soit en présentiel. Ils sont gratuits et ils sont accessibles aux élèves en fin du secondaire. On intervient aussi dans des séances d'information initiées par la Cité des métiers de Namur et qui mettent l'accent sur certaines filières, comme par exemple les soins infirmiers ou les métiers de l'enseignement. Et donc là, on arrive vraiment avec la casquette d'enseignement supérieur pour amener toute une série d'informations utiles par rapport aux formations, par rapport aux études. Et enfin, on assure occasionnellement une permanence sur la plateforme MITI, donc la plateforme virtuelle d'information d'orientation de la Cité des métiers, et une présence au Salon SIEP de Namur. Et donc, dans la slide suivante, en plus des élèves du secondaire, on propose toute une série d'actions d'orientation à destination des étudiants en réorientation, dont une plateforme en ligne qui peut être utile en fait aussi pour les élèves du secondaire. Donc, je vais laisser dans le chat, dans la conversation, le lien de ce site internet. Et donc, vous allez retrouver en fait sur ce site toute une série d'outils et d'informations pertinentes dans l'élaboration d'un projet de réorientation, mais aussi dans l'élaboration d'un projet d'orientation. Les adultes hors prise d'études, donc c'est aussi un type de public que nous rencontrons de plus en plus dans le cadre des entretiens et des ateliers de connaissance de soi. Et puis au niveau des accompagnants, et là c'est vraiment le cœur même de ce que j'avais envie de vous présenter. Donc dans la slide suivante, on propose notamment à destination des parents un atelier de sensibilisation, un atelier pour les outiller dans l'accompagnement par rapport à leurs enfants. Et puis pour les enseignants du secondaire, là on a mis en place un outil qui s'appelle Coup de pouce pour l'orientation. Et donc dans l'outil, on va le retrouver donc une version en ligne qui est accessible à tous et une version papier et qui est disponible lorsque vous vous inscrivez à des séances d'information par rapport à l'outil. Donc à la fin de ma présentation, d'ailleurs, je vais vous laisser l'adresse mail de ma collègue Nathalie Lemaire qui gère plus particulièrement ce projet si vous êtes intéressé pour obtenir la version papier. Et donc dans la slide suivante, l'outil coup de pouce pour l'orientation, il a vraiment pour objectif d'outiller et d'accompagner les enseignants du secondaire dans la mise en place d'activités d'aide à l'orientation. Donc là, si tu veux bien passer à la slide d'après. Parfait, merci. Et donc, l'outil propose différentes activités clés sur porte, axées sur la connaissance de soi, axées sur la connaissance des formations et la connaissance des métiers. Et donc, il y a différentes activités à l'intérieur de l'outil qui sont de différentes natures. Et il peut y avoir des activités reliées à l'information, donc la recherche d'informations, des activités reliées à la prise de contact avec des professionnels ou avec des étudiants du supérieur, des activités reliées à l'immersion professionnelle ou encore la réflexion sur soi, donc vraiment la connaissance de soi. Donc l'outil est composé de 13 fiches outils. Donc ici sur la pyramide, on voit en fait différents niveaux qui sont explorés à travers les activités qui sont proposées. Et donc chacune d'entre elles, chacune des activités recouvre des sujets bien spécifiques. Donc par exemple, juste après, on va avoir l'ensemble des fiches, l'ensemble des activités. On a par exemple l'exploration des intérêts à travers un jeu de cartes à proposer en classe. On a aussi une activité axée sur la préparation, la visite et le débriefing d'un salon SIEP ou encore d'une journée portes ouvertes. Donc bref, c'est vraiment un outil et un recueil de pratiques que vous pouvez piocher et adapter en fonction de vos réalités et en fonction de ce qui vous intéresse le plus et de ce qui n'est pas encore peut-être proposé au sein de votre établissement. Et donc juste après, effectivement, on voit que chaque fiche se découpe en 3 parties. Donc la première partie qui est une fiche récapitulative de l'activité. Ensuite, on va retrouver un document qui détaille et qui reprend vraiment le scénario pédagogique au complet et qui est imaginé. Et enfin, les différents documents pratiques et utiles par rapport aux élèves et par rapport aux enseignants. Donc ce sont vraiment des outils qui sont à imprimer directement. Et donc, ces fiches outils et l'ensemble des documents, on peut les retrouver, donc, comme je l'ai dit, en ligne. Et là, à nouveau, je vais vous faire un copier-coller du lien. Comme ça, vous avez directement accès maintenant à l'outil en question. Et donc, la version en ligne, elle est complémentaire à la version papier. Et donc, l'avantage d'avoir cette version en ligne, c'est d'avoir directement les liens des pages web renseignés dans les fiches qui sont cliquables et la possibilité donc de télécharger chaque fiche, chaque document en document donc version PDF ou en version Word. Donc ça, c'est libre à vous d'utiliser les versions qui vous conviennent le plus et peut-être d'adapter, d'améliorer le dispositif
en fonction de vos besoins et en fonction de vos propres réalités. Et un autre avantage par rapport au fait de le proposer en ligne, c'est qu'on actualise d'année en année. Et donc, en fonction des feedbacks des enseignants, donc on a des groupes de travail qui sont développés en interne, et en fonction des feedbacks qu'on a de l'interne, mais de l'externe aussi, on ajoute des fiches outils au fur et à mesure. Donc, il y a d'ailleurs d'autres fiches qui sont en cours d'élaboration et qui vont prochainement arriver sur la plateforme. Et donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce projet, je vais vous laisser dans la conversation aussi mon adresse mail et celle de mes collègues en fonction des projets. Et donc, n'hésitez évidemment pas à revenir vers nous en fonction. Voilà, je laisse ceci dans le chat. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Julien. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions aux représentants des 5 pôles qui viennent de s'exprimer, donc via l'onglet Conversation. On a un petit message de Radija qui nous dit: «C'est super cette, mutualisation, d'outils». Sandrine nous dit: «Top». Alors je vais revenir à une vraie question qui était, formulée un petit peu plus haut. Une question pour vous, Christelle Coton, et c'est Isabelle Lejeune qui vous la pose et qui demande si les ateliers proposés par le pôle Louvain peuvent être donnés dans une école du Hainaut? Alors, a priori, comme on l'a dit en début de séance, hein, les pôles sont limités par leur zone géographique. Donc, il y a un accord entre les pôles de ne pas aller au-delà de leur zone géographique. Alors, tout dépend de quelle formation on parle. Si on parle des formations, par exemple, comme celle se réorienter, c'est positif, c'est une formation qui se donne à Louvain-la-Neuve. Et donc là, les étudiants peuvent venir de partout, hein. On ne va pas empêcher évidemment quelqu'un de s'inscrire. Concernant les formations dans les écoles, et plus particulièrement dans ce cas-là, j'imagine cursus, actuellement, elles sont limitées aux écoles du bassin géographique, mais certaines écoles qui ont un partenariat spécifique avec l'un ou l'autre de nos établissements peuvent évidemment, dans le cadre d'une animation qu'ils ont avec un de nos établissements, demander une intervention autour de cursus. Pour les ateliers Kit Sup à destination des enseignants, à nouveau, on est plutôt limité au bassin géographique. Il nous est arrivé de pouvoir accueillir l'un ou l'autre enseignant d'une des écoles secondaires partenaires de nouveau. D'accord, merci beaucoup à vous Christelle pour ces précisions. Donc on attend vos questions, c'est maintenant, après nous passerons à la suite. Ludivine nous dit: «Super, merci beaucoup pour toutes ces activités et outils». Elle en prend bonne note et Radija se demande dans quelle mesure les étudiants auront encore la possibilité de se réorienter avec le nouveau décret, en sachant que les possibilités de se tromper sont très nettement diminuées. Alors qui veut répondre à cette question et est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on attend d'avoir fait la présentation suivante? Alors, effectivement, les règles de réorientation, surtout après la réforme paysage, vont être abordées par Raoul dans quelques minutes. Donc peut-être, qu'on reposera la question après la présentation de Raoul. D'accord, on la garde, en réserve. Est-ce qu'il y Mmh. a d'autres questions pour l'instant? Alors, il y aura encore un moment de questions-réponses suite, à la présentation, de Raoul et de vous-même, hein, Fleur. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, nous risquons d'enchaîner et je voudrais pas que quelqu'un parmi vous regrette de ne pas avoir posé sa question. On laissera encore la possibilité après On sinon. laissera encore la possibilité. OK, alors on va poursuivre avec la présentation du fonctionnement de l'enseignement supérieur et aussi, évidemment, toutes les réformes, la réforme du décret paysage qui entre en application au mois de septembre. Cette présentation, vous la ferez à 2. Il y a vous, chère Fleur, et on va accueillir aussi, Raoul Hervy, qui est donc juriste à l'ARES. Raoul, est-ce que vous êtes parmi nous? Je ne le vois pas Oui, apparaître si, chez moi. si, Ah voilà, il ah arrive. voilà, Oui, vous oui, oui, êtes oui. là, parfait. Alors c'est parti pour cette belle présentation et on se retrouvera après alors pour le question-réponse. À tout à l'heure. Merci.
Donc effectivement, Raoul et moi, enfin surtout Raoul, je vais faire le début, on va vous présenter un petit peu, les grandes informations sur, le fonctionnement de l'enseignement supérieur et ce sera distingué d'abord où trouver l'info parce que je pense que, cet après-midi, l'information va être tellement dense et vu le timing, on va pas pouvoir aller trop dans le détail. Donc l'essentiel, c'est d'attirer votre attention, je pense, aujourd'hui sur les grandes lignes et de vous permettre de vous dire où trouver l'info parce que tout ce qu'on va dire ici se trouve, sur le site mesetudes.be à l'exception de certaines mises à jour liées à la réforme paysage. Le site est en cours de mise à jour, donc dans les jours qui viennent, ce sera en ligne. Ensuite, effectivement, on va, passer en très bref sur, cette fameuse réforme paysage. Mais pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, on passera ensuite à l'organisation de l'enseignement supérieur, à quelques questions choisies qui sont, les plus techniques, hein, les procédures d'admission, inscription, la finançabilité, l'élaboration du programme, l'aide à la réussite, et on vous a mis une liste de sources puisque la présentation vous sera envoyée, en dessous. Par après, pardon. Donc, je vais enchaîner avec, le site mesetudes.be. Alors, pour pas, faire des jeux à nouveau d'écran et cetera, je vais rester, assez brève et sans faire une visite guidée du site. Donc le mesetudes.be, c'est un site web, c'est aussi une page Facebook et bientôt une page, Instagram. Le site web, il y a grosso modo 2 grandes parties, hein, les contenus de référence ou contenus froids comme on le dit un petit peu techniquement dans le jargon web, qui sont vraiment, les concepts clés, tout ce qui est règles, d'admission, de réussite, et cetera. Il y a un lexique parce que, le décret paysage définit certains termes. Il y a des termes genre cursus, c'est un mot que tout le monde utilise, mais qui en fait a une définition légale. Alors selon le contexte dans lequel on parle, on peut utiliser cursus selon, sa compréhension, la compréhension la plus générale ou selon, la définition, légale. Il y a un catalogue d'études, c'est le moteur de recherche où vous pouvez trouver l'ensemble des études programmées dans les établissements, reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est un bon truc par rapport, aux établissements non reconnus, que vous pouvez dire, aux jeunes, avec qui vous êtes en contact. S'ils se demandent: «Tiens, telles études dans tel établissement, est-ce que ça me donne un diplôme qui est reconnu à la fin?» Mais s'ils ne trouvent pas cet établissement ou ces études sur, mesetudes.be, c'est probablement que c'est un établissement non reconnu. Alors, le site est en cours de traduction en anglais aussi, d'abord pour les contenus froids et dans un second temps pour le moteur de recherche. Je vais juste revenir un instant sur le moteur de recherche. Donc c'est bien toutes les études qui sont, ouvertes, donc pour lesquelles on peut s'inscrire parce que, les établissements nous fournissent pour le 1er juin au plus tard, les études pour lesquelles, qui seront effectivement ouvertes pour l'année académique, suivante. Il y a une exception pour la promotion sociale, parce qu'en promotion sociale, ils ne suivent pas spécialement l'année académique, telle quelle. Ils ont des modules qui s'ouvrent et qui se ferment au fur et à mesure, de l'année. Donc nous, on ne peut pas être au courant de ce qui est effectivement organisé ou pas. Donc le moteur, de recherche contient tout ce que, toutes les habilitations, c'est-à-dire toutes les études pour lesquelles les établissements ont l'autorisation, d'organiser, un programme. Donc pour la promotion sociale, il faut bien, une fois qu'on a trouvé les études qui nous intéressent, se renseigner auprès de l'établissement pour voir si ces études-là sont organisées à la période où on souhaite, les suivre, quoi. Et enfin, en juin, normalement, il y aura une boîte à outils réforme paysage. Elle sera pas, je veux dire directement, accessible, mais je pense que comme vous êtes inscrit, au webinaire, vous serez intéressé de recevoir dans votre boîte mail le lien vers la page spécifique parce que le cabinet et le ministère travaillent, à la production de visuels et de vidéos, entre autres, qui expliquent tout ce qui change pour les élèves, à partir de l'année académique prochaine. Donc quand on les aura, on les mettra, on les diffusera nous-mêmes, mais on fera aussi une petite page qui est plus à votre attention, sur laquelle vous retrouverez en vrac tout ce que vous pouvez télécharger et réutiliser de votre côté. Alors, la réforme paysage en quelques mots.
Raoul, je ne sais pas si c'était à partir de ce moment-là où tu as eu... Parce que les slides, comme j'ai fait je vous prie de m'excuser pour... on est en live, mais comme j'ai fait une présentation consolidée de l'ensemble des slides, là, je suis à la slide 58, et alors que je devais être à la 12, donc je ne sais plus si c'était Raoul ou moi. D'accord. Donc, le décret paysage. Il date de 2013, il fait suite à Bologne 2. Il y a 2 volets vraiment indépendants, hein, la structure du paysage qui a donc institué l'ARES et les pôles académiques en plus des établissements existants. Il a instauré une nouvelle organisation des études et un nouveau statut de l'étudiant. Et donc cette année intervient la réforme de ce décret qui entre en vigueur pour l'année académique 2022-2023. Donc la réforme en elle-même et le décret n'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est ce qui explique qu'il y a des contenus qui sont... enfin, il y a des règles qui changent, quoi. Alors, l'organisation de l'enseignement supérieur. Le paysage en communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles si vous préférez, mais notre ami juriste ici présent me dirait que ça n'existe pas légalement. C'est bien 6 universités, 19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 81 établissements de promotion sociale. Qui sont intégrés dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, qui organisent des études réparties en 3 cycles, hein, bachelier, master et doctorat, avec un système de crédit pour avoir une reconnaissance de crédit et diplôme qui soit international. Et il y a une agence d'assurance qualité indépendante, la EQUES, donc qui effectue un contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur chez nous. Et ceci permet une grande diversité de l'offre de formation, puisque nous avons donc, je viens de le dire, 4 formes d'enseignement avec chacune leur spécificité, et des programmes académiques basés notamment sur la recherche et des programmes académiques professionnels plutôt basés sur la pratique. Alors j'ai oublié de le dire en début de présentation, mais j'ai à chaque fois mis le lien sur chaque slide, quand c'est un contenu qui est présent sur le site de l'ARES, j'ai à chaque fois mis le lien de la page sur laquelle vous pourrez trouver ces informations ultérieurement, ou diffuser ce lien auprès des jeunes qui souhaiteraient l'info. Alors donc nous avons des universités, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts qui ont qui ont chacune leur spécificité. Alors c'est pas des différences, c'est pas concurrentiel, c'est vraiment différent. Ils se répartissent les cursus. Pardon, je me rapproche de mon écran parce que c'est même pour moi fort petit malheureusement. Et donc, on peut avoir des études qui mènent à un bachelier, à des études spécifiques de premier cycle, le brevet de l'enseignement, par exemple. Ça, je vous laisserai découvrir plus en détail vu qu'on est un peu pris par le temps. Et vous avez aussi le schéma qui, lui, est aussi présent sur le site.be. Donc, quand vous voulez faire le parcours avec quelqu'un, tiens, on commence par quoi? On commence a priori par un bachelier et en fonction de la forme d'enseignement que l'on suit, effectivement, si on rentre par ici, bien ensuite on peut faire un master. On peut éventuellement faire un master de spécialisation et enfin, si on a envie de prolonger un peu, eh bien, on peut aller vers une formation doctorale ou un doctorat. Et vous avez ce parcours là, forcément sans le 3e cycle en école supérieure des arts et en haute école, mais vous avez aussi des bacheliers, soit des bacheliers qui peuvent éventuellement mener à un master, et vous avez aussi les bacheliers de spécialisation. C'est un peu une spécificité et vous avez un petit peu à part, avec leur organisation un peu particulière et spécifique, les cursus en promotion sociale. Alors, un peu de vocabulaire, je le disais tout à l'heure, il y a un jargon et c'est vrai que, même nous et moi qui suis issue de la communication, je tire souvent les oreilles de mes collègues, juristes ou autres, hein, ou les spécialistes des affaires académiques. Et je comprends bien que dans votre métier, ça ne doit pas être facile d'utiliser ce jargon et surtout de le faire comprendre, à des jeunes qui sortent, qui sont en fin de secondaire ou qui sortent de secondaire. Et donc il y a un lexique qui reprend toutes les définitions de l'article 15 du décret paysage. On a essayé d'en faire une certaine vulgarisation, on y travaille encore.
Mais quand il y a vulgarisation sur le site, c'est indiqué et on a bien la référence de la définition légale pour les cas où cette définition légale est vraiment très importante. Voilà pour les généralités et je vais passer la main à Raoul pour vraiment la partie un petit peu plus technique. Merci Fleur. Alors, donc les questions choisies. Évidemment, on a sélectionné. Le but est que vous puissiez sortir en fait de cette présentation avec un certain nombre d'outils, comme Caroline le disait au tout début du webinaire. C'est trop technique, l'enseignement supérieur, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire et évidemment, on dispose de très peu de temps, un peu plus d'une demi-heure. Donc, très clairement, je m'excuse déjà fortement pour toutes les migraines éventuelles qui pourraient survenir en cours de route. Alors, première question choisie, donc la procédure donc d'admission et d'inscription, donc la ligne du temps. Alors, l'admission, c'est par là que ça commence. L'étudiant sort du secondaire, on va prendre ce cas-là, le plus simple, il doit postuler une admission dans un établissement en communauté française. Tu as bien raison, Fleur, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'existe pas juridiquement, donc je ne dirais que communauté française. Alors, l'admission, c'est quoi? C'est un processus en deux parties. Il y a une partie administrative, il y a une partie pédagogique. On va voir les deux aujourd'hui. La partie administrative, c'est tout simplement la constitution du dossier. L'étudiant doit amener un certain nombre de preuves sur son identité, sur le financement. On y reviendra encore en long en large après. Et il doit évidemment payer un certain nombre de frais. Il y a une partie pédagogique aussi, on va l'aborder aussi. Le choix du programme, c'est une grande différence avec évidemment l'enseignement secondaire, où là, on est vraiment dans un système d'accumulation de crédits. On ne dit plus, j'ai réussi ma première année de bachelier en droit, on dit, je suis en poursuite de cursus. Donc ça, c'est l'admission. Une fois que l'admission, évidemment, est validée, eh bien évidemment, l'étudiant ou l'étudiante est inscrit. Alors, les conditions d'accès, évidemment, tout d'abord. Soit il a un diplôme, l'étudiant ou l'étudiante, soit il n'en a pas. S'il a un diplôme et qu'il veut postuler une inscription dans un bachelier, il arrive avec son CESS. C'est le cas le plus fréquent, évidemment. S'il n'a pas de CESS, il est tout à fait possible qu'il vienne avec une équivalence. Et donc, dans ce cas-là, on suppose qu'il a suivi des études à l'étranger, hors communauté française. S'il veut s'inscrire dans un bachelier de spécialisation, eh bien, il viendra avec un diplôme de bachelier ou de master. Il y a un arrêté du gouvernement qui fixe la transition possible entre le bachelier et le master et le bachelier de spécialisation. Il y a le master également, et là, évidemment, sans surprise, l'étudiant arrive avec un diplôme de bachelier, voire avec un diplôme de master. Dans ce cas-là, l'établissement peut lui imposer un certain nombre de conditions complémentaires. C'est quoi? C'est tout simplement un certain nombre de crédits en plus pour le remettre à niveau d'une certaine manière. Il y a le mécanisme de la passerelle également, puisque la passerelle, en fait, permet à un étudiant, par exemple, qui aurait un bachelier type cours, haute école, de pouvoir aller dans un master à l'université, par exemple. Il y a aussi le master de spécialisation, et là, évidemment, l'étudiant arrive avec un diplôme de master. Donc ça, c'est s'il a un diplôme. Évidemment, il y a des cas où l'étudiant arrivera sans diplôme. Et s'il veut rentrer dans un bachelier, il faudra alors qu'il passe un jury. Le DAES, évidemment, c'est l'exemple le plus connu, qui est organisé par la communauté française, qui lui permettra alors vraiment de faire comme s'il avait son CSS. On va vraiment lui dire, vous avez votre CESS. Il y a aussi des mécanismes qui sont prévus, des jurys qui sont organisés dans les universités, des examens d'admission, qui permettront alors non pas de lui dire, vous avez le CESS, mais vous avez une sorte d'attestation d'accès au premier cycle à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est vraiment des hypothèses qui existent si l'étudiant, malheureusement, n'obtient pas son CESS. Il y a des examens d'admission, comme je le disais. Donc, le master de son côté, il y a aussi le mécanisme de la VAE, c'est la valorisation des acquis de l'expérience. Et là, l'étudiant arrive avec une expérience d'au moins 5 ans et on pourra lui valoriser, par exemple, jusqu'à 180 crédits, dans cet exemple-là, évidemment, puisque c'est un master. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour accéder à l'enseignement supérieur. Alors, un petit résumé. En premier cycle, vous voyez, CESS, équivalence, examen d'admission, comme je vous le disais, admission personnalisée, la VAE par exemple. Alors, certaines filières d'études imposent une procédure spécifique. Alors, on va prendre un exemple qu'on connaît, nous, évidemment, particulièrement à l'ARES, c'est-à-dire l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Vous avez un étudiant ou une étudiante qui sort du secondaire et qui veut aller en médecine ou dentisterie. Eh bien, il ne suffit pas qu'il ait son CESS, il faut encore que l'étudiant ou l'étudiante
s'inscrivent à l'examen d'entrée et le réussissent pour pouvoir rentrer en médecine ou dentisterie. Vous avez un autre exemple avec l'examen d'admission en sciences de l'ingénieur de gestion, ingénieur, où là vraiment l'étudiant ou l'étudiante doit présenter un examen dans une université pour pouvoir rentrer dans ses études particulières. Donc voilà, il y a dans certains cas des conditions complémentaires d'accès pour certaines filières. Ça, c'est le premier cycle. Alors le deuxième cycle, évidemment, dans la même logique. Accès de plein droit via bachelier de transition. Je prends un exemple très simple, bachelier en droit, il va vers un master en droit. Les passerelles, je vous l'ai dit, permettent à un étudiant qui aurait commencé son cursus en haute école d'aller vers l'université. L'équivalence pour un étudiant qui aurait fait ses études à l'étranger, l'admission personnalisée, la valorisation. Ce sont des méthodes également d'accès au deuxième cycle. Alors, le calendrier académique, c'est aussi un élément qui est très important et qu'il faut vraiment avoir en tête pour que vous puissiez voir, en fait, la manière avec laquelle les études se déroulent dans l'enseignement supérieur. Alors, le début des admissions au choix de l'établissement. Généralement, ça commence aux alentours du mois de mai, donc vous devez normalement voir fleurir un peu partout des publicités d'établissements disant « les admissions, les inscriptions sont ouvertes chez nous, vous pouvez venir vous inscrire ». Donc ça, c'est le début des inscriptions, généralement au début du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'au 30 septembre, comme on le verra. La rentrée académique, elle est fixée au 14 septembre. C'est une date un peu choisie comme ça. L'idée est de dire le début de l'année académique commence à cette date-là, 14 septembre, donc jusqu'au 13 septembre de l'année civile suivante. Alors, il y a une date limite d'inscription. Ça, c'est très important parce que c'est un élément qui a changé par rapport au décret paysage actuel. La date limite d'inscription actuellement est au 31 octobre. Elle sera fixée à partir de l'année académique prochaine et les suivantes au 30 septembre. Donc, l'étudiant, d'une certaine manière, doit quand même faire son choix un peu plus rapidement qu'avant, quoique, on le voit juste après, tout le mois d'octobre, comme vous le voyez, il y a une possibilité pour lui, sans que ça soit considéré comme une réorientation, de modifier son inscription. Et alors, c'est un étudiant qui pourrait dire, ben voilà, j'étais inscrit en droit au 14 septembre, ça ne m'intéresse pas du tout, les gens qui font le droit sont des gens insupportable. Je m'en rends compte avant de continuer mes études, je voudrais me réorienter vers autre chose. Et bien alors, durant ce mois d'octobre, l'étudiant va aller, par exemple, vers une autre filière, voire même changer d'établissement. C'est une possibilité qui lui est offerte. Alors, au 31 octobre, ça, c'est vraiment la date limite pour payer le forfait des 50 €. Et c'est aussi la date limite de réorientation. Alors, fin des désinscriptions au 1er décembre, comme vous le voyez. Là, on va y revenir aussi tout à l'heure. L'étudiant a la possibilité de se désinscrire. Il se rend compte là vraiment que les études dans lesquelles il se trouve ne l'intéressent absolument pas. Le 1er février, c'est le paiement du solde des droits d'inscription. Je vous l'ai dit, il doit payer en fait un forfait pour le 31 octobre, 50 €. Eh bien, au 1er février, il doit absolument avoir payé le reste, l'intégralité des droits d'inscription. Et enfin, le 15 février, c'est à la fois la limite dans les demandes d'inscription tardive. On vise l'étudiant qui en fait son choix assez tard, donc il y a une possibilité quand même de le faire assez tard. Il faut le justifier évidemment auprès de l'établissement en expliquant pourquoi finalement cette inscription intervient aussi tardivement. Et c'est effectivement aussi la fin des réorientations pour les étudiants de première année, de premier cycle. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, le calendrier académique, les dates à véritablement retenir pour bien informer les étudiants. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des situations particulières. La modification d'inscription, comme je vous le disais, sans qu'elle soit considérée comme une réorientation, eh bien, c'est tout le mois d'octobre. L'étudiant, en fait, se rend compte, après quelques semaines de cours, que ça ne l'intéresse pas. Il modifie son cursus, il modifie son établissement, il modifie voire son cursus et son établissement. Ça, c'est une nouveauté, en fait, de la nouvelle formule du décret paysage. Ça répond d'une certaine manière à la question que j'avais pu voir tout à l'heure en disant oui, il y a peut-être moins de possibilités de réorientation. En tout cas, cette hypothèse n'existait pas avant, de modification de l'inscription pendant tout le mois d'octobre, sans que ça soit considéré comme une réorientation. Alors la désinscription, j'en ai parlé aussi, et ça c'est une date assez méconnue, qui n'est pas une nouveauté, mais que les étudiants perdent un peu de vue, et pourtant les conséquences sont quand même particulièrement importantes. La désinscription, l'étudiant peut, comme je vous le disais dans le calendrier académique, intervenir avant le 1er décembre. Et alors dans ce cas-là, l'acompte qui est payé restera dû,
au titre de frais, si vous voulez, engagés par l'établissement. Donc ça, les 50 €, il ne les récupère pas. Par contre, l'étudiant, et ça c'est très important, notamment pour la finançabilité qu'on verra après, est réputé n'avoir jamais été inscrit. C'est comme si cette inscription n'avait jamais eu lieu. Avant le 1er décembre, c'est très important. Sauf évidemment réorientation jusqu'au 15 février. Et là, il n'annule pas, il modifie son inscription pour aller vers un autre cursus. Par contre, s'il le fait après le 1er décembre, et c'est là que c'est très important, et il y a beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui loupent le coche, hein, très clairement, les droits d'inscription payés ou non resteront dus. Donc il annule 5 décembre par exemple, eh bien il devra payer les droits d'inscription, donc non seulement les 50 €, mais le reliquat, c'est-à-dire 835 moins 50, donc un peu plus de 750 €, et l'étudiant est considéré comme ayant été inscrit. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que cette année-là existera dans son passé académique. Pour le moment, vous ne pouvez peut-être pas voir encore les conséquences, mais d'un point de vue finançabilité qu'on verra juste après, les conséquences sont particulièrement importantes. Alors, il y a d'autres situations évidemment particulières. Le non-paiement du solde, par exemple, au 1er février, sauf cas de force majeure, évidemment, si l'étudiant arrive à prouver qu'il a vécu un événement imprévisible, irrésistible, indépendant de sa volonté, a priori, les conséquences, c'est quoi? Eh bien, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage, aux cours, si vous voulez. Il n'a pas de report de notes pour la session qui vient de se finir. Il n'y aura pas de valorisation des unités d'enseignement qu'il aura particulièrement validées quelques semaines plus tôt. L'étudiant ne sera pas délibéré, donc très clairement, l'année s'arrête pour lui. Les droits d'inscription payés ou non resteront dus, ça c'est un peu comme l'annulation tardive après le 1er décembre, et l'étudiant aussi est considéré comme ayant été inscrit. Donc vraiment, le non-paiement du solde, cette date du 1er février, elle est cruciale pour l'étudiant. Il faut absolument que cette information soit diffusée auprès de ce public. Alors, il y a d'autres hypothèses de situations particulières, on peut dire, par rapport cette fois-ci, mais on y reviendra, voilà, à la situation financière de l'étudiant. Si l'étudiant a demandé une allocation d'études, eh bien, en fait, l'étudiant n'est pas redevable des droits d'inscription, que ce soit l'acompte, que ce soit le solde, jusqu'à ce qu'il y ait une décision du service des allocations d'études. Bon, elle peut prendre du temps, mais enfin, en tout cas, jusqu'à ce que cette décision intervienne, il ne le paye pas. Alors, si l'allocation est octroyée, c'est parfait, il a le montant de l'allocation, il ne payera pas pour cette année académique-là les droits d'inscription. Si par contre l'allocation lui est refusée, ben là, évidemment, l'étudiant ou l'étudiante devra payer dans les 30 jours du refus de la DAPE, c'est-à-dire le service qui est là-bas au ministère de la Communauté française. Il y a des voies de recours, mais elles ne sont pas suspensives. Donc, même si un étudiant fait un recours contre cette décision, ben voilà, si ça dure plus de 30 jours, il devra quand même, dans l'intervalle, payer les droits d'inscription auprès de son établissement. Alors, deux autres petites situations. L'étudiant de conditions modestes, en fait, très simplement, c'est quoi? C'est en fait un étudiant qui aurait été éligible à une allocation d'études, donc il est dans tous les critères d'une allocation d'études. Le problème, et on y reviendra, c'est qu'il dépasse légèrement le plafond des revenus maxima des personnes qui sont à sa charge. Et donc, c'est juste au-dessus. Il y a une fourchette, hein, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, voilà. Comme ça, vous avez l'info. Eh bien, cet étudiant-là, s'il est dans cette situation-là, pourrait obtenir des droits d'inscription réduits et il le demande alors auprès de son établissement. Il y a d'autres réductions individuelles possibles, octroyées par les établissements à charge du budget social. On y reviendra par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire vraiment sur le calendrier académique et le processus d'admission. Maintenant, deuxième grande thématique, la finançabilité et les droits d'inscription. Alors là aussi, ça va être assez technique. Si vous sortez du webinaire en ayant très clairement en tête que finançabilité n'est pas droit d'inscription et que c'est vraiment deux mécanismes tout à fait différents, ça sera déjà évidemment très très bien. Si vous ne retenez pas toutes les subtilités, de toute façon, comme on l'a dit, le PowerPoint sera accessible, donc vous aurez évidemment toutes les informations. Finançabilité, droit d'inscription, donc on va commencer par le plus joyeux, c'est-à-dire la finançabilité. Alors en fait, si vous voulez, la finançabilité, on en parle un peu partout, on en a entendu pas mal parler, notamment dans la presse. Je ne suis étudiant non finançable, après autant d'années, c'est terminé, mon établissement m'a dit, alors qu'il me reste par exemple que 23 crédits à acquérir, que c'est terminé, je ne suis plus finançable, je ne peux plus continuer mes études. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot finançabilité? En fait, si vous voulez, le coût des études d'un étudiant, il est assumé pour une toute petite part par les droits d'inscription, on y reviendra juste après, mais surtout pour la grosse grande majorité, évidemment, parce que la communauté française octroie à l'établissement comme subside, en fonction du cursus, en fonction évidemment du grade dans lequel il s'inscrit. Donc, il y a les droits d'inscription, mais il y a aussi surtout l'enveloppe que la communauté française octroie à l'établissement
Parce que l'étudiant est justement finançable. Si l'étudiant n'est pas finançable, l'établissement ne reçoit pas cette allocation, raison pour laquelle d'ailleurs l'établissement refuse l'étudiant. Alors les établissements peuvent refuser l'inscription d'une personne qui n'est pas finançable et en fait, si vous voulez, la finançabilité, il y a 2 critères. Il y a un critère lié à la nationalité, on va y revenir, mais pas énormément, c'est pas le but, vu le public ici, c'est pas forcément le plus important. Par contre, pour des raisons académiques, là, c'est le plus intéressant ici. Donc, nationalité et raison académique. Comme je vous le disais, l'établissement peut dire à un étudiant, écoutez, ça fait 7 ans que vous êtes dans mon établissement, vous êtes dans un bachelier, il vous reste encore 47 crédits, vous ne montrez pas que vous avez suffisamment acquis de crédit depuis ces dernières années, eh bien, en fait, vous n'êtes plus finançable, on vous refuse. L'étudiant alors introduit une dérogation auprès de l'établissement en lui disant « Écoutez, j'ai des motifs qui justifient que je n'ai pas pu acquérir suffisamment de crédit. » Et là, l'établissement, il a le choix. Il peut très bien dire « Écoutez, le refus est maintenu » ou l'établissement peut dire bah, « Écoutez, ok, vous êtes étudiant non finançable, on vous accepte quand même. » Donc l'étudiant va payer ses droits d'inscription. Comme quoi, vous voyez, ça n'a rien à voir, les droits d'inscription et la finançabilité. Mais l'établissement, et il le sait très bien quand il pose cette décision, pour cette année-là, pour cet étudiant-là, ne recevra pas le moindre subside de la communauté française. Alors, la finançabilité pour raison de nationalité, comme je vous le disais, ce n'est pas le plus intéressant ici. En gros, ça veut dire quoi? Il doit être juste belge, l'étudiant, ou alors de nationalité d'un État membre de l'Union européenne, ou alors assimilé. C'est la slide suivante, je vous l'ai mise pour information, comme ça vous avez cette information, mais ce n'est pas le plus important ici. Donc, belge, de nationalité d'un État membre de l'Union européenne, ou assimilé à un étudiant belge ou à un étudiant UE. Eh bien, ces étudiants-là alors sont pris en compte pour le calcul du financement. Et donc, ils payent des droits d'inscription de base. On reviendra sur cette thématique des droits d'inscription juste après. Alors, comme je vous le disais, ces critères d'assimilation, ils sont là, vous les avez ici, pour information, qui permettent en fait à un étudiant qui serait hors Union européenne d'être assimilé à un étudiant belge ou Union européenne. Et donc, vous voyez, par exemple, bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut des résidents de longue durée. C'est une liste d'hypothèses différentes qui permettent à un étudiant, alors, de ce cas-là, d'être considéré comme remplissant les conditions de nationalité. Comme je vous disais, je passe ce point-là. Petite information tout de même, si l'étudiant est pris en compte pour le financement avec l'une de ces caractéristiques d'assimilation, eh bien très clairement, c'est fait. Il ne faudra pas reprouver ça chaque année. S'il l'est une fois, il le sera réputé alors pour l'ensemble de son cycle. Mais comme je vous disais, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la finançabilité pour raison académique. Comme je vous le disais, c'est les 2 critères. Hein. Donc, il faut nationalité, mais aussi pour raison académique. Alors, non seulement c'est le plus important, mais en plus de ça, les règles ont changé. Les règles, comme je vous disais, il y a une modification du décret paysage du décret du 11 avril 2014 qui est intervenu en fait en décembre dernier et tout ça rentre en vigueur en 22-23. Dieu soit loué, le public ici dont on parle, c'est surtout évidemment les étudiants qui vont s'inscrire pour la première fois dans l'enseignement supérieur et donc ne sont pas concernés par toutes les mesures transitoires dont je vous fais complètement l'économie ici. On va donc considérer pour vous que le régime est le nouveau régime qui s'applique tout de suite à partir de l'année académique 22-23. Alors, pour davantage d'informations, on avait rendu un avis, l'ARES avait rendu un avis justement sur ce texte. C'est l'avis 2021-015 que vous pouvez retrouver sur notre site sans aucun problème. Et pour ceux, et puis pour les courageux et courageuses, surtout le décret du 2 décembre 2021 qui a modifié justement notre fameux décret paysage. Alors, finançabilité pour raison académique. Donc, je vous dis, l'idée est de vous expliquer vraiment le nouveau mécanisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme de finançabilité? Ici, pour raison académique, eh bien, en fait, on veut voir une progression au fur et à mesure de son cursus. Ça veut dire quoi? L'étudiant, il va s'inscrire pour la première fois en 22-23 en un bachelier, je sais pas moi, saxophone, dans une école supérieure des arts. Donc, il a réussi l'examen d'admission, il a son CESS, tout va bien, il s'inscrit à ces études-là. Il faut qu'à la fin de l'année académique, c'est-à-dire 22-23, il ait acquis au moins une unité d'enseignement. En gros, un cours. C'est un abus de langage de dire UE égale cours, on est d'accord, mais il faut au moins qu'il ait acquis une unité d'enseignement. Ça peut être 2 crédits, 3 crédits, 5, 8 crédits. Pour autant qu'il en ait acquis au moins une, il n'y a pas de problème, il sera finançable pour l'année suivante. Et ainsi de suite. Au terme de 2 années, c'est-à-dire 22-23, 23-24, on va lui dire, est-ce que vous avez acquis vos 60 premiers crédits? Et ainsi de suite. 120 crédits du cursus au terme de 4 ans.
180 crédits du cursus pour son bachelier 180. En gros, vous entamez un bachelier 180 crédits, vous avez 5 ans pour le faire. Si c'est un bachelier de 140 crédits, alors dans ce cas-là, au terme de 6 années, on lui demandera d'avoir acquis au moins 180 crédits. Et si toujours c'est un bachelier de 240 crédits, on va lui demander en 7 ans d'avoir acquis au moins 240 crédits du cursus. 180 crédits, droit par exemple, philo, Sciences Po, biologie, tout ce que vous voulez. 4 ans, sciences, soins infirmiers, par exemple. Vous voyez, donc, en fait, on lui demande vraiment, au fur et à mesure, d'avoir acquis un certain nombre de crédits. Sinon, il n'est pas, ou en tout cas, il n'est plus finançable. Petite subtilité tout de même, en cas de réorientation, encore une fois, on en parlait de la réorientation, eh bien, là, voilà, on lui donne une inscription supplémentaire une fois sur le cycle, évidemment. Je prends un exemple. Un étudiant fait une première année en sciences politiques, se rend compte que ça ne va pas, il se réoriente l'année suivante en philosophie, par exemple, eh bien, on lui dira, vous avez une inscription supplémentaire parce que vous vous êtes réorienté et c'est bien normal, parce que l'étudiant passe d'un cursus à un autre. Il est tout à fait possible que le cursus dans lequel il va est un cursus très éloigné du précédent et donc on lui donne un peu plus de temps pour finaliser l'acquisition de son cycle. Ça, c'est le premier cycle. Alors, pour le premier cycle, évidemment, s'il y a un principe, il y a des exceptions, c'est toujours pareil. Alors l'idée de ces deux exceptions, c'est plutôt de dire qu'en fait, un étudiant, on voit bien qu'il y est presque au tout début de son cursus, mais pas suffisamment, et on ne veut quand même pas le pénaliser. C'est ça l'objectif. Il y a deux hypothèses différentes. Si l'étudiant souhaite se réorienter au terme de sa deuxième inscription, je prends l'exemple, encore une fois, d'un étudiant qui est en droit, il fait sa première année de droit, il persévère, deuxième année de droit, eh bien en fait, si cet étudiant, après 2 ans, il en a vraiment marre, il veut aller vers un autre cursus, eh bien sans forcément qu'il demande l'accord du jury, il sera finançable si au terme de l'année de réorientation, c'est-à-dire en fait la troisième année du cycle, droit, Sciences Po, eh bien au terme de cette troisième année, est-ce qu'il aura acquis au moins 50 premiers crédits de ce nouveau cursus? L'idée, évidemment, est de faire une sorte d'équilibre entre ce qu'il est censé acquérir dans son nouveau programme et aussi lui dire, il faut quand même que tu avances suffisamment vite. Donc le compromis, c'est 50 crédits du nouveau cycle, du nouveau cursus. Et on lui demandera au terme de sa quatrième inscription dans le cycle d'avoir acquis au moins les 60 premiers crédits de ce nouveau cursus. Donc ça, c'est vraiment une des premières hypothèses si l'étudiant veut se réorienter, et là, en l'occurrence, un peu plus tard, au terme de sa deuxième inscription. Une deuxième hypothèse un peu particulière, c'est l'étudiant qui, en fait, au terme de sa première année, on voit bien qu'il n'est pas loin. On voit bien qu'il n'est pas loin parce qu'il a acquis entre 30 et 59 crédits au terme de sa première inscription. Il est en bachelier de philosophie, il a 47 crédits par exemple. Est-ce que cet étudiant, on va lui dire, ça s'arrête là? Non. Il a le droit de continuer évidemment puisqu'il a acquis au moins une unité d'enseignement. Mais comme il est à entre 30 et 59 crédits, on va lui dire, à la fin de votre deuxième inscription, vous devez absolument avoir acquis au moins 60 crédits, dont 50 crédits associé au premier bloc après cette deuxième inscription. Ça, c'est l'hypothèse de l'étudiant qui est entre 30 et 59 crédits acquis après la première inscription. Si par contre, au terme de cette première inscription, il est entre 0 et 29 crédits, alors dans ce cas-là, on va lui dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous réinscrire, mais au terme de cette deuxième inscription, vous devrez avoir acquis 50 premiers crédits, au lieu de la règle générale qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire 60 crédits au terme de 2 ans. Avec quand même une obligation complémentaire, il faut absolument que tous les crédits associés à la première année, au bac 1, au bloc 1, soient acquis au terme de la troisième inscription. Donc vous voyez, premier cycle, voilà les règles. L'idée était de faire plus simple. Je vous confirme que c'est un peu plus simple qu'avant, parce qu'avant c'était un pourcentage, c'était très compliqué. Ici, c'est voilà les règles qui sont imposées, c'est vraiment de suivre l'étudiant ou l'étudiante au fur et à mesure et de lui mettre un certain nombre de balises qui soient le plus claires possible pour lui. Ça, c'était le premier cycle. Alors, le deuxième cycle, je ne m'étends pas non plus énormément là-dessus. Ce n'est pas forcément ici, ou en tout cas, ça se posera cette question, mais en tout cas, pas tout de suite. Eh bien, on est dans la même logique. 60 crédits après 2 ans dans le cursus, 120 crédits après 4 ans, 180 après 6 ans. Toujours pareil, en cas de réorientation, une seule inscription supplémentaire pour le cycle. Vous voyez ici qu'il y a des hypothèses particulières associées aux 60 premiers crédits. S'il y a des conditions complémentaires d'accès, vous avez l'info. Le but n'est pas du tout de vous noyer.
avec ces informations-là, mais enfin, en tout cas, elles sont disponibles, comme ça, vous les avez. Mais c'est vrai qu'il y a des dispositions particulières s'il y a des conditions complémentaires d'accès entre le bachelier et le master. Alors, pour finir sur cette question de finançabilité pour raisons académiques, il y a un certain nombre de règles complémentaires par rapport à ça. Gestion des allègements par des délais supplémentaires. Alors, c'est quoi un allègement? Eh bien, en fait, un allègement, vise l'étudiant, vise la situation d'un étudiant ou d'une étudiante qui arriverait, en fait, dans l'établissement en disant, écoutez, j'ai des motifs médicaux, ou j'ai des motifs sociaux, j'ai des motifs liés, en fait, au fait que je suis espoir sportif, par exemple. Bref, un certain nombre de motifs qui justifient, en fait, que 60 crédits dès le départ, c'est pas possible, ou 60 crédits tout court pour l'année académique. Et donc, en fait, on va lui octroyer un programme allégé en lui disant, eh ben voilà, cette année, votre allègement a été octroyé, octroyé. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez un programme, par exemple, de 47 crédits, voyez, ou 35 crédits, peu importe. Eh bien, ces étudiants-là, évidemment, il faut leur donner des délais supplémentaires, dans la mesure où, justement, il faut qu'ils aient plus de temps, puisque leur programme est forcément réduit. Donc ça, c'est des questions un peu particulières par rapport à ça. Finançabilité après d'un an, après un délai de 5 ans sans inscription dans l'enseignement supérieur. Je vous ai dit tout à l'heure que le couperet peut arriver assez rapidement. Après 2 inscriptions, il n'a pas 60 crédits, il n'avait même pas 50 crédits, il est vraiment en dessous, ça ne va pas du tout, il ne veut pas se réinscrire. Dans ce cas-là, on va lui dire, il n'y a pas de problème. Si dans les 5 dernières années académiques, le jour où vous postulerez une nouvelle inscription, si vous n'avez pas d'inscription, vous serez finançable. Cette mesure, elle est là pourquoi? Eh bien, pour ramener dans le bain un jour des étudiants. Si cette disposition n'existait pas, l'étudiant, en fait, serait ad vitam aeternam, considéré comme étudiant non finançable, ce qui n'est absolument pas le but. Alors, finançable dans un cursus si acquisition de la totalité des crédits l'année académique précédente, ça c'est une règle aussi classique. C'est clair que si l'étudiant a acquis la totalité de ses crédits, le bon élève ou la bonne élève, j'avais 71 crédits à acquérir, j'en ai acquis 71, tout va bien, il est évidemment ou elle est évidemment finançable. Et les années menant à l'obtention d'un grade académique ne sont évidemment pas comptabilisées, parce que là, c'est remis à zéro. L'étudiant ou l'étudiante a obtenu son grade. Donc ça, c'était la finançabilité pour raison académique. Vous voyez, donc, finançabilité, c'est le gros paquet qu'on vient voir maintenant. Donc, ce n'est pas les droits d'inscription, c'est juste le statut d'un étudiant ou d'une étudiante pour lequel la communauté française paye à l'établissement. Et pour être finançable, raison de nationalité et raison académique. S'il a les deux, il est inscrit et il n'est pas refusé. Donc ça, c'est la finançabilité. Alors, les droits d'inscription, comme je vous le disais, c'est tout à fait autre chose. Les droits d'inscription, c'est cette fois-ci non pas ce que la communauté française octroie à l'établissement pour en fait organiser les études, mais c'est ce que cette fois-ci l'étudiant ou l'étudiante va payer auprès de l'établissement. C'est ce qui est évidemment le plus connu par toutes et tous. Ici, ça dépend complètement d'un certain nombre de critères. Le montant qui va être demandé à l'étudiant ou l'étudiante. En fonction de quoi? La forme d'enseignement tout d'abord. S'il va dans une université, ou dans une haute école, ou dans une ESA, ou en promotion sociale, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Vous verrez, juste après, j'ai repris plus pour mémoire les différents montants qui peuvent être demandés. Vous verrez que les montants divergent complètement d'une forme d'enseignement à l'autre. En fonction de la nationalité, encore elle, si l'étudiant est belge, ou il est Union européenne, ou hors Union européenne avec éventuellement assimilation, les droits d'inscription ne sont pas les mêmes. Le type de formation, évidemment, est-ce qu'il s'inscrit dans un bachelier? Est-ce qu'il s'inscrit dans un master, dans un doctorat, dans un AESS, c'est-à-dire l'agrégation, dans un CAPAS, c'est-à-dire le certificat d'aptitude à l'enseignement pour les enseignants? Ça change, évidemment. Les critères ne sont pas les mêmes. Il y a des cas spécifiques en plus de ça. Allègement, étudiant libre. L'allègement, je vous l'ai dit, c'est la situation d'un étudiant qui a un programme allégé. On ne va pas lui demander la totalité des droits d'inscription. Pareil pour l'étudiant libre. J'y reviendrai juste après. Et évidemment, dernier critère, en fonction de sa situation financière. Un étudiant ou une étudiante de conditions modestes ou un étudiant ou une étudiante bénéficiaire d'une allocation d'études. Mais sur ce dernier point, bénéficiaire d'une allocation d'études, vous pouvez déjà y répondre, c'est zéro. Peu importe le montant qui normalement est demandé. Alors voilà, comme je vous disais, pour mémoire, vous voyez alors en fonction des différentes formes d'enseignement, les différents montants qui peuvent être demandés. Prenons juste l'université comme ça à titre d'exemple, et vous voyez bien, s'il est étudiant dans un bachelier ou dans un master et qu'il est de nationalité belge, 835 €, conditions modestes 374 et allocation d'études évidemment 0. D'un pays hors Union européenne, mais il a prouvé son assimilation avec les critères que je vous montrais tout à l'heure, pareil, 835 €. Par contre, pays hors Union européenne,
sans pouvoir démontrer la moindre assimilation, alors droit majoré, 4 175 € avec des exceptions qui figurent dans une circulaire de l'ARES, qui en plus de ça est en cours de modification, mais je ne rentre pas dans les détails. Et vous avez la même chose évidemment pour les autres formes d'enseignement. Vous voyez, pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, les montants ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien que les montants sont ici légèrement plus faibles, mais la logique est toujours la même en fonction évidemment de la situation de l'étudiant, le cursus dans lequel il veut s'inscrire. Vous voyez vraiment les montants diffèrent fortement en fonction de sa situation. Et s'il est évidemment hors Union européenne, mais là aussi, il y a des droits d'inscription spécifiques. C'est comme ça qu'on les appelle en haute école ESA. Et vous voyez, 992 € s'il s'inscrit dans un type court, c'est-à-dire juste un bachelier. 1487 s'il va dans un type long premier cycle, c'est-à-dire un bachelier qui mène normalement à un master. Et un deuxième cycle, 1984 €. Donc vous voyez, vraiment, les montants sont très différents. C'est vrai que dans la presse, on entend souvent 835. Mais 835 €, c'est définitivement les droits d'inscription qui sont demandés à un étudiant qui s'inscrit dans une université. Alors, il y a des cas spécifiques, comme je vous le disais, des montants différents peuvent être appliqués dans certains masters de spécialisation. Je pense notamment au secteur de la médecine ou de la dentisterie. En cas d'allègement, évidemment, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, un étudiant qui a un programme allégé, on ne va pas lui demander la totalité des droits d'inscription qu'on demande à un étudiant qui normalement a un programme complet. On va donc le réduire au nombre de crédits qu'il est censé suivre cette année-là. Même logique pour l'étudiant libre. Alors l'étudiant libre, je n'en ai pas encore parlé, c'est un étudiant un peu particulier. C'est un étudiant en fait qui ne s'inscrit pas régulièrement dans l'établissement. Donc il n'est pas inscrit régulier dans l'établissement, mais il vient juste suivre isolément certains cours, certaines unités d'enseignement, jusqu'à 20 maximum dans l'établissement. Voilà, parce que certaines thématiques l'intéressent, il peut même panacher en fonction des cursus. Et là, pareil, il a juste un certain nombre de crédits qu'il suit isolément. On ne va évidemment pas lui demander la totalité des droits d'inscription. Et là, vous voyez en fait la règle. Le minimum à payer ne peut pas être évidemment inférieur à 10 crédits et le maximum ne peut pas être supérieur à un tiers des droits d'inscription qui devraient être demandés normalement. Donc voilà, droit d'inscription, encore une fois, en fonction des situations, ça change. Et encore, là, je ne parlais que du plein exercice. Dans l'enseignant de promotion sociale, l'enseignement supérieur de promotion sociale, vous voyez, c'est tout à fait différent. Frais de dossier, 25 à 75 €. Voilà. En plus de ces frais de dossier, peuvent s'ajouter des forfaits de 25, 30, voire 45 centimes par heure de cours. Ça n'a rien à voir avec le système dans le plein exercice. L'enseignement supérieur de promotion sociale est assez différent, il faut le reconnaître, indépendamment de cet aspect-là du plein exercice. Les chômeurs et les chômeuses, personnes bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale, peuvent également bénéficier dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de la gratuité totale ou partielle des droits d'inscription sur base d'attestation que l'étudiant, évidemment, amènera. Donc ça, c'était le petit topo sur les droits d'inscription. Alors, je fais rapidement deux petits focus sur les allocations d'études, comme ça vous avez l'information, au cas où vous avez des étudiants ou des étudiantes qui sont déjà dans une certaine difficulté financière, eh bien, ils ont la possibilité d'introduire une demande d'allocation d'études, et on verra également la question des services sociaux que j'avais très légèrement abordée tout à l'heure. Alors, l'allocation d'études, comme je vous disais, toujours pareil, hein, il y a des conditions. Ils sont liés à quoi? À la nationalité ou à la résidence de la personne. Encore une fois, est-ce qu'il est belge? Est-ce qu'il est Union européenne? Est-ce qu'il est hors Union européenne? Les conditions de résidence sont différentes en fonction de sa nationalité. Lié évidemment au parcours académique. Il doit amener une attestation d'inscription définitive auprès d'un établissement. La DAPE ne va pas donner une allocation d'études sans être certain que l'étudiant est inscrit régulièrement quelque part. Attention aussi, si l'étudiant est déjà porteur d'un bachelier, s'il veut faire un autre bachelier, il ne pourra pas obtenir d'allocation d'études. Donc, classiquement, c'est quoi? L'étudiant qui demande une allocation d'études pour toutes ses années de bachelier, puis ensuite de master. Sinon, comme je vous disais, si c'est de même niveau, il ne peut pas avoir d'allocation d'études. Et évidemment, et ça je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, lié au revenu du ménage. Il y a une idée, si vous voulez, de globalisation des revenus, des ressources en fait figurant sur l'avertissement extrait drôle. Et donc, vous voyez dans le tableau ici, en fait, les montants à ne pas dépasser. Par exemple, je prends l'exemple de 2 personnes à charge, eh bien 35 917 €. Si l'étudiant est au-dessus, il n'a pas droit à une allocation d'études, mais si vous avez bien suivi, il a peut-être droit à son statut d'étudiant de conditions modestes qu'il peut demander alors auprès de l'établissement, parce qu'il est juste au-dessus de ce fameux plafond de revenus. On prend aussi compte du revenu cadastral indexé des loyers bruts cumulés supérieurs à 1 007 €. Si c'est supérieur à 1 007 €, il n'a pas droit à une allocation d'études. Évidemment, on ne tient pas compte du revenu cadastral lié à l'habitation, en fait, au seul logement du père, de la mère, voire de l'étudiant.
Donc ça, c'est un petit focus sur les conditions. Évidemment, il y a le site, sur le site évidemment de la DAPE, du service d'allocation d'études. Vous voyez évidemment un peu plus d'infos, mais comme ça, au moins, vous avez déjà un petit aperçu. S'il obtient son allocation d'études, et on le lui souhaite évidemment, l'étudiant peut avoir une allocation variable ou une allocation forfaitaire. Si elle est variable, elle peut varier en fonction en fait des critères que vous voyez ici, entre 400 et 5 000 euros. La hauteur des revenus, hein, sans surprise, plus vous vous rapprochez du plafond, moins l'allocation est élevée. Le nombre de personnes à charge également, les étudiants, est-ce qu'il est interne, est-ce qu'il est externe, est-ce qu'il y a une distance entre sa résidence et l'établissement d'enseignement supérieur, les transports en commun, ça joue aussi, est-ce qu'il bénéficie lui-même des allocations familiales, enfin, il y a énormément de critères qui, en fait, viennent paramétrer le montant de cette fameuse allocation d'études, qu'on entend aussi dire bourse d'études, c'est exactement la même chose, même si le terme, c'est vrai, juridique, c'est allocation d'études. Donc, vous voyez, le montant peut vraiment fluctuer. Et il y a des cas spécifiques où une allocation forfaitaire alors va être octroyée. Si par exemple la situation est modifiée entre l'avertissement extrait drôle et la situation actuelle de l'étudiant, si par exemple un père ou une mère décède entre-temps, si vous voyez une perte d'emploi, une naissance, etc. Il y a aussi... Oui. Pardon, je t'interromps, mais on est vraiment pris par le temps, donc je vais te demander de vraiment choisir les morceaux pour les slides qui restent. Si Alors, je passe complètement ça parce que c'est vraiment pas le plus important. Merci de me le dire, Fleur, je n'ai absolument pas vu. Bon, services sociaux, comme ça au moins vous avez une slide là-dessus. L'établissement a un conseil social. L'étudiant qui est en difficulté peut s'y adresser pour obtenir en fait de ce conseil social en fait tout un tas d'aides qui seront listées ici, mais effectivement, faute de temps, je n'ai pas spécialement le temps de les voir avec vous, mais enfin, ça existe au sein de l'établissement qui peut complètement, et c'est même une de ses missions du conseil social, venir en aide aux étudiants, on le sait très bien, qui sont de plus en plus dans une forte détresse, notamment financière. Donc voilà, je passe ceci pour arriver à l'avant-dernier point, l'élaboration du programme. Ça, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans un système d'accumulation de crédits. C'est très fortement différent en fait du secondaire, où en fait, à part la première année d'inscription, on lui dit c'est 60 crédits. Après, c'est vraiment à la carte. Il va composer son programme en fait en fonction de ce qu'il a envie. Il prendra tel crédit, il laissera tel crédit. Donc là, ici, vous avez sur cette slide l'idée du système d'accumulation de crédit classique, mais là, on vise vraiment l'étudiant où ça va très bien. 60, 60, 60, 180, diplômé d'un bachelier, 180 crédits, avec un seuil de réussite fixé à 10 sur 20. Chaque unité, pour être validée, doit avoir recueilli de l'étudiant au moins 10 sur 20 dans sa cote. Comme vous le voyez aussi, le bloc 1, il est réparti, c'est le système de quadrimestrialisation, 14 septembre au 31 janvier. Là, évidemment, il y a une session sur les UE qui l'aura déjà suivi, voire même celles qui sont en cours, étalées sur toute l'année. Le Q2, entre le 1er février et le 30 juin, où là, effectivement, il y a aussi des unités d'enseignement qui suivent. Il y a effectivement, évidemment, une évaluation session de juin. Et petite subtilité, et ça aussi, c'est très intéressant pour vous, pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en première année de premier cycle, eh bien, en fait, il y a une session de rattrapage pour eux, c'est-à-dire notamment en septembre, pour éventuellement rattraper certaines unités d'enseignement qui n'auraient pas été validées, soit en janvier, soit en juin. Il y a un certain nombre de cas, je ne vais peut-être pas les exposer avec vous les unes après les autres, mais en tout cas, sachez que toutes ces hypothèses sont celles qui peuvent se passer en fait au terme de sa première inscription. Vous voyez, il peut être entre 0 et 29 crédits, où là c'est évidemment un drame, hein, il reste en bloc 1 et il doit même suivre des unités d'aide à la réussite. Entre 30 et 44, ben, ça a été, mais enfin, c'est pas encore fou, donc l'étudiant reste quand même en bac 1, mais peut quand même compléter son programme aux conditions que vous voyez ici. Entre 45 et 54 crédits, on voit bien que l'étudiant y est vraiment presque, quoi. Là aussi, reste inscrit en bac 1, mais peut anticiper certaines UE de la suite du cycle. Entre 55 et 59, là, il est vraiment à 2 doigts d'être à 60. Là aussi, avec quand même un programme qui peut être un peu plus élevé, il pourrait aller jusqu'à 65 crédits. Et la véritable réussite, c'est-à-dire celle de 60 crédits. D'ailleurs, le nouveau décret a énormément insisté là-dessus. Les 4 premières hypothèses, c'est un échec. La dernière hypothèse, c'est la réussite. La seule, la vraie, c'est-à-dire avoir acquis 60 crédits. Et comme vous voyez, on ne veut pas le bloquer. Dans notamment la deuxième, troisième et quatrième option, il y a quand même moyen de continuer à suivre certaines unités de la suite du cycle. Poursuite de cursus, alors Fleur, je vais passer. Vous verrez, c'est en fait la manière avec laquelle ça se passe dans la suite du cycle. Très simplement, il prend les UE qu'il n'a pas encore validés et il, évidemment,
si le jury est évidemment d'accord, anticipe déjà un certain nombre de crédits de la suite du cycle avec les conditions que vous voyez là. Restriction de l'accès au deuxième cycle, alors je vais passer aussi, c'est tout simplement l'hypothèse du fameux BAMA, hein, comme on dit entre nous, c'est-à-dire l'étudiant qui est à cheval entre un bachelier et un master. Eh bien, vous verrez ici qu'entre 1 et 15 crédits résiduels de bachelier, donc l'étudiant il est vraiment à 2 doigts d'avoir son grade de bachelier, on lui donne la possibilité d'anticiper déjà un certain nombre de crédits liés au second cycle, si évidemment c'est dans son plan d'entamer un master. Mais voilà, les différentes conditions, vous les voyez ici. Enfin, aide à la réussite, le dernier point. Sans doute que le décret de décembre a particulièrement insisté sur cette notion d'aide à la réussite, en imposant par exemple à chaque établissement d'établir un plan stratégique avant chaque année académique pour justement démontrer quoi? Les mesures qui ont été entreprises par l'établissement en faveur de l'aide à la réussite. Alors, ces aides à la réussite, c'est une liste tout à fait ouverte. Ça vise quoi? Des activités spécifiques, évidemment, ayant pour but de faire acquérir les méthodes et les techniques propres à accroître les chances de réussite. C'est vrai que dans la plupart des cas, on se rend compte que ce n'est pas spécialement le contenu de la matière qui pose problème, mais surtout la manière de l'assimiler. La méthode est probablement un des plus gros problèmes. En fait, loin devant la difficulté de la matière. Il y a des outils évidemment d'auto-évaluation et des services de conseil qui peuvent être prodigués au sein de l'établissement. Il y a évidemment la remédiation, tel cours n'a pas été compris. Dans ce cas-là, elle est reproposée à l'étudiant. Il y a évidemment des examens blancs en novembre, juste avant la vraie échéance, par exemple. On met l'étudiant ou l'étudiante en condition pour vraiment lui permettre de voir ce que c'est un examen dans le supérieur. Il y a des séances de révision dirigée, des séances de questions-réponses, évidemment. Enfin, vraiment, tout est bon pour permettre, évidemment, l'aide à la réussite et la favoriser au sein des établissements. Il y a aussi un élément important, peut-être que vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'était une règle qui a été en vigueur très longtemps, jusqu'à, du coup, très récemment, la suppression de l'obligation de présenter les examens de janvier. C'est vrai que en janvier, il y avait une obligation de présenter les examens. Cette règle a été en vigueur pendant des années et on s'est rendu compte simplement, enfin, le cabinet, le gouvernement s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, c'était contre-productif. Il venait et il faisait que signer. Et en fait, il avait complètement raté toute sa session, mais enfin, au moins, il était venu puisqu'il y a cette obligation. Contre-productive, elle a été donc supprimée par le nouveau décret. Et enfin, dernier élément, il y a une obligation de proposer aux étudiants ayant réussi moins de 30 crédits à l'issue d'un premier bloc, de compléter leur inscription par des activités d'aide à la réussite. C'est vraiment une obligation, notamment celui, comme je vous disais, entre 0 et 29 crédits, qui lui, vraiment, on va lui dire, écoute, ça ne va pas, il faut vraiment suivre des activités de remédiation, des activités d'aide à la réussite, comme je vous le proposais ici, pour justement faire en sorte que l'étudiant puisse se remettre à niveau assez rapidement. Voilà ce que je voulais dire. J'aurais sans doute voulu en dire beaucoup plus. Comme je suis juriste, je ne me refais pas. Donc évidemment ici, bon, vous avez les sites de référence, mais vous avez aussi les principaux textes réglementaires. Voilà, elles sont là. Ce sont des renvois en fait vers la législation. N'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, pour les plus courageux et courageuses, la législation concernant l'enseignement supérieur de la communauté française n'étant pas forcément la plus lisible. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a, je pense, j'avais mis l'adresse, voilà, un service juridique à l'ARES et on sera évidemment tout à fait content de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci Raoul. Si tu peux revenir à la slide précédente, parce que là, je peux reprendre le contrôle. Voilà, merci. Je pense que la slide précédente était intéressante. Il y a une adresse, parce que je vois qu'il y a des questions sur les conditions pour les allocations et les bourses d'études. Ce n'est pas de la compétence de l'ARES. Donc, c'est vrai qu'ici que Raoul les mentionne, parce que j'imagine que c'est important pour vous d'avoir l'info. Mais par rapport aux conditions, et comme on est pris par le temps, on ne va peut-être pas s'attarder sur ces questions précises là et s'attarder vraiment sur ce qui est de notre compétence. Je vois les questions sur les critères de réussite. Mais donc, il y a l'adresse allocation études. On va vous la mettre. Je vais voir si j'arrive à la mettre dans le chat, mais c'est vraiment au service compétent auprès du ministère qu'il faut s'adresser pour ça. Parfait, merci Fleur pour ces précisions. Alors, on va évidemment reprendre les questions que vous nous posez dans le fil de la conversation. Il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure de Khadija qui nous demandait, en communauté française, est-ce qu'il existe des codiplomations entre promotion sociale et plein exercice?
Oui, oui, tout à fait. Ça existe et il y en a déjà d'ailleurs même un certain nombre entre, alors évidemment, promotion sociale organisant l'enseignement supérieur pour des bacheliers qui existent aussi évidemment dans le plein exercice. Je prends un exemple, bachelier en comptabilité peut tout à fait être organisé en codiplomation entre un ou plusieurs établissements de plein exercice. Haute école, pour la plupart, je ne vais pas vous mentir, c'est surtout entre haute école et enseignement supérieur de promotion sociale que ça existe. Mais donc c'est tout à fait permis par le décret, absolument. Parfait. Alors, une autre question, de Radija. Les étudiants qui n'étaient plus finançables s'inscrivaient en promotion sociale pour 30 crédits et redevenaient finançables. Est-ce toujours le cas dans la nouvelle réforme? Alors là, je vais vraiment prendre des gants, même plusieurs paires, parce qu'en fait, c'est une thématique qui doit encore être réglée. Le texte, tel qu'il a été voté, est en cours d'interprétation sur certains points. Alors, vous avez tout à fait raison. Avant, et cette règle n'existait pas, hein, soyons clairs, un étudiant qui malheureusement n'avait plus de possibilité d'être finançable dans le plein exercice se refaisait d'une certaine manière une certaine vie dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. Et s'il arrivait avec au moins 75% de son programme, il avait la possibilité de revenir dans le plein exercice. Alors, cette règle, évidemment, avec les nouvelles règles telles qu'elles existent maintenant, à voir si elle sera maintenue. Mais pour le moment, je ne peux absolument pas l'affirmer, dans la mesure où même précédemment, cette règle n'était pas formalisée clairement. Alors, on va poursuivre. Est-ce que le seuil pour la bourse est calculé en fonction, d'un parent ou sur les 2? Est-ce que c'est le genre de questions auxquelles on répond ou est-ce qu'on on renvoie, les participants vers les sites que Fleur a cités? Mais peut-être alors juste aborder celle-là après. Normalement, c'est toutes les personnes qui font en fait partie du ménage et donc qui, d'une certaine manière, sont pris en compte dans la globalisation des revenus. Donc, a priori, c'est vrai que ce n'est pas notre matière, mais moi, je dirais oui, c'est-à-dire toutes les personnes qui, dans un cas où il n'y a plus qu'un parent, ben, très clairement, ça sera lui dont on prendra les revenus, on prendra en compte les revenus. Mais si évidemment c'est les deux, ils pourvoient tous les deux à l'entretien de l'enfant, donc ils seront pris en compte. Un étudiant qui doit s'inscrire afin de présenter son mémoire doit-il payer l'entièreté des droits d'inscription et existe-t-il des voies de recours s'il y a un désaccord sur les montants réclamés? D'accord, donc ici on est d'accord qu'il n'y a plus que son mémoire. Et donc l'étudiant, ben alors là effectivement c'est l'entièreté des droits d'inscription. Il n'y a pas de disposition spécifique disant à l'étudiant ou à l'étudiante que comme il ne reste plus que ça, eh bien effectivement l'étudiant aurait par exemple une moitié de droits d'inscription. Ça n'existe pas. Alors, voie de recours, a priori non, puisqu'a priori la règle n'existant pas, il n'y a pas de base légale permettant en fait de contester la décision. Mmh. Pardon, mon micro n'était pas, activé. La voie de recours, pour moi, c'est une deuxième question et porte pas spécialement sur le fait de la Ah, réduction des droits en cas de seul, c'est y a-t-il une voie de recours si, l'étudiant pense que l'établissement ne lui a pas réclamé le montant, qu'il était en droit de réclamer? ok, d'accord. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas, mais Bah, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est un cas d'école. Je ne pense même pas imaginer une seconde qu'un établissement ne sache pas exactement précisément les droits d'inscription qui sont censés lui demander. Mais alors, effectivement, à mon sens, il devait y avoir une contestation sur le montant des droits d'inscription. Il existe au sein de chaque établissement ce qu'on appelle un commissaire ou un délégué du gouvernement. Et lui, en fait, est chargé d'exécuter la légalité des décisions qui sont prises par l'établissement. Donc, il y aurait probablement une piste à creuser de ce côté-là. Alors une question à laquelle, Isabelle Allen a déjà répondu. Si 2 enfants en études supérieures, est-ce que les critères d'allocation sont adaptés? Isabelle disait: «Si les règles n'ont pas changé, chaque enfant compte double pour l'autre, donc 2 enfants dans le supérieur comptent pour 3». Peut-être une confirmation par rapport à cette réponse-là, Raoul? Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt de se dire, en fait, dans l'idée des personnes à charge, quels sont les étudiants qui sont véritablement à charge des parents? Et je prends un exemple, il y a 2 enfants, il y en a un qui n'est déjà plus du tout à charge et qui, en fait, vit sa vie, a peut-être un travail, enfin, peu importe. A priori, il n'y a plus qu'un enfant à charge, l'étudiant lui-même. Donc moi, j'ai tendance à penser, mais encore une fois, comme Fleur a très justement précisé, n'hésitez pas à aller voir sur le site de la DAPE, mais a priori, s'il devait y avoir deux enfants dont un est déjà en fait pourvoit déjà seul à son entretien, a priori on n'en tiendra compte en fait que d'un seul. Oui, mais là, c'était 2 enfants en études supérieures et Isabelle disait, voilà, là, ça compte, Et bien là, dans ce l'enfant compte cas-là, deux double pour personnes à l'autre. charge. OK, alors Christine nous demande: «Je ne vois pas vraiment de différence entre la situation 2 avec réussite de moins de 45 crédits et la situation 3 avec réussite de plus de 45 crédits». Peut-être une petite précision par rapport à ça? Juste pour ça, est-ce qu'il y a moyen, Fleur, de remettre la slide? Parce que j'avoue que si j'ai le, la slide sous les yeux, ça sera nettement plus simple. C'est vrai que les hypothèses se ressemblent quand même assez fortement, mais
pouvez me croire, il y a vraiment des différences entre les deux. Donc, si je vois bien... Pour aller plus vite, je vais partager mon écran que de recharger le fichier, mais c'était laquelle? C'était la 98, je crois, voilà. C'est celle-là, Oui, c'est c'était ça, exactement oui. ça. Donc, si je comprends bien la question, donc la situation, donc est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la situation de moins de 45 crédits, donc je suppose, voilà, la deuxième situation, donc là où l'étudiant est un peu triste, entre 30 et 44, et les plus de 45 crédits. A priori, oui. Vous voyez, déjà, la première chose, c'est que dans l'hypothèse 3 et l'hypothèse 4, l'étudiant, surtout dans l'hypothèse 4, peut aller plus loin dans son programme. On pourra lui faire un programme de 65 crédits. La différence, en fait, elle est assez subtile, j'en conviens, et on n'avait pas particulièrement interrogé le cabinet sur cette question, entre 30-44 d'une part et 45-54 d'autre part, sur surtout notamment la possibilité de compléter. Dans la deuxième hypothèse, il faut un accord du jury. C'est-à-dire que le jury peut lui dire non, ce n'est pas possible, entre 30 et 44. Alors que de l'autre côté, c'est une validation pure et simple. Donc en fait, purement formelle de la part du jury, dans l'hypothèse 45-54, où l'étudiant en fait le dit « je voudrais » et l'établissement en fait valide. Point. Mais c'est écrit à chaque fois moyennant moyennant validation déjà. Ah, d'accord. Non, regarde ici. C'est la différence entre accord et validation. Okay. Comme quoi, vraiment, et on avait, pour être parfaitement dans la confidence, on n'avait pas forcément vu cette différence et ça a été confirmé. Donc vraiment, dans 30-44, l'idée est vraiment qu'il y ait juste un accord. En fait, le jury a vraiment la possibilité de dire à l'étudiant, la barque sera trop lourde l'année prochaine, on refuse. Pas dans le deuxième cas. Raoul, pour que ce soit clair, parce que je crois que la différence entre accord et validation, c'est très juridique. Donc, dans le premier cas, donc dans le cas entre 30 et 44 crédits, c'est non, sauf vraiment si le jury veut bien. C'est ça? C'est ça. Et pour les autres, ça passe crème, c'est une validation formelle du jury. C'est-à-dire que le jury va voir le programme qui est demandé par l'établissement, mais n'a pas la possibilité de dire non. C'est une validation formelle. Oui, je me doute que la différence entre les deux termes est très ténue, hein, mais il y a vraiment une différence. Alors, une autre question. Les étudiants et étudiantes pourront demander une réorientation après le 31 octobre et jusqu'au 15 février et non plus à l'issue de la session de janvier. Est-ce exact? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Je vois que vous êtes encore nombreux avec nous. N'hésitez pas, sinon on vous réorientera évidemment juste après vers les différents pôles académiques pour poser peut-être des questions plus spécifiques et liées à votre localisation. Alors pour l'instant, je ne vois plus de questions. Est-ce qu'on se laisse encore un petit délai, Fleur, Raoul? Je ne sais pas où on en est au niveau timing, mais... Il est 4h02, donc c'est peut-être le moment de réorienter vers les pôles académiques. Hein. Donc juste techniquement, il n'y a pas de retour prévu en session plénière après les séances distinctes. Par contre, on est toujours à votre disposition. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse qui a envoyé la confirmation d'inscription, par exemple. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi et l'adresse mes études, je vais la mettre dans le chat d'ailleurs, mes études @ares-ac.be qui sont les questions spécifiques vraiment sur l'enseignement supérieur. Il y avait une petite précision aussi justement par rapport aux différents pôles académiques. Apparemment, Fleur, tout le monde n'était pas inscrit dans son pôle. En fait, on n'a pas réussi pour une petite dizaine de personnes, mais je pense que ça va. Donc, si jamais vous ne vous retrouvez pas une fois qu'on a lancé la distinction, vous pouvez mettre dans le chat vers quel pôle vous souhaiteriez rejoindre. Parce qu'on n'a pas pu, quand on a fait le match entre la liste des inscriptions et la liste des personnes qu'on trouvait, pour quelques personnes, on n'a pas pu faire le match. Voilà. Eh bien voilà, donc nous, c'est ici qu'on se quitte. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Merci aux représentants des pôles qui n'ont pas fini puisque c'est reparti pour un petit tour. Vous précisez encore que la vidéo vous sera envoyée à tous, donc n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous si vous le souhaitez. Et comme le disait Fleur, l'ARES reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, merci à vous tous. Belle fin d'après-midi. Merci à toi, Caroline. Au revoir.